Le jour où je partais pour Mendoza, une femme est parvenue à me joindre et quand j'ai vu cette femme arriver, j'ai pensé que comme les autres, elle allait me dire que j'allais certainement me casser la figure. Elle m'a dit « Rassurez-vous, je viens vous dire le contraire ». J'ai pensé que cette femme était absolument folle et comme j'avais l'intention de me reposer quelques minutes en faisant mes valises, je l'ai écoutée. Elle me dit que, voilà, vous allez voler un certain temps et à un moment donné, vous regarderez sous vous et vous apercevrez un lac. Ce lac aura la forme et la couleur d'une huître. Eh bien, à ce moment-là, vous volerez dans le fond d'une vallée et votre réflexe sera de continuer dans le fond de cette vallée qui tourne à droite. Or, il ne faut pas tourner à droite. Si vous tournez à droite, vous êtes absolument sûr de vous tuer. Il faut tourner à gauche. Mais vous aurez de grandes difficultés à suivre ce que je vous dis, parce que sur la gauche, vous ne verrez que des montagnes qui sont plus hautes que vous. Il faut foncer dans ces montagnes, et entre autres, une montagne qui a une forme incurvée, et que vous reconnaîtrez certainement très facilement. Et quand vous arriverez sur cette montagne, vous trouverez une brèche et vous passerez. Après cette conversation, j'étais absolument persuadée que cette fille était absolument timbrée et qu'elle venait de m'induire en erreur ou tout au moins me faire rire. J'ai raconté ça à quelques amis et peut-être 15 jours après, le fameux jour de la traversée arrivait. Je venais de décoller, je ne pensais plus du tout à ce qu'elle m'avait raconté, quand, au bout de quelque temps, je regarde sous l'avion et sans penser à cette femme, je dis tiens, voilà un lac qui a absolument la couleur et la forme d'une huître. Et c'est en pensant à l'expression qu'elle avait elle-même employée que j'ai pensé au conseil qu'elle m'avait donné. Effectivement, j'allais tourner à droite. Je vous assure que ça m'a été très dur de prendre la décision d'écouter cette femme que j'avais pensée folle et de me diriger sur la gauche où les montagnes étaient vraiment plus hautes que moi. Mais j'ai vu cette femme, j'ai vu cette montagne en forme incurvée, je me suis dirigée dessus et effectivement j'ai trouvé une brèche que je ne pouvais pas voir étant donné l'angle dans lequel je me trouvais lorsque j'étais au-dessus du lac. Je suis passée dans cette brèche, j'ai aperçu l'immense vallée du Chili. J'étais arrivée, le raid était fini par le plus grand des hasards. Donc, si on reprend les choses dans l'ordre avec les images, et puis quand on passe la cordillère, quand on est dans la cordillère, on la voit la brèche. Mais c'est vrai que elle, là où elle était, elle pouvait pas. On voit pas devant dans le G3. On voit que sur les côtés. Donc ça change tout. Parce que quand on est dans les vallées qu'elle a passées, si on voit pas devant, on passe d'une vallée qui arrive à l'autre. Tu comprends? Et soit tu n'as rien et tu as des rabattants qui te prennent l'avion et qui te balancent comme ça. Donc, tu n'as pas le choix une fois que tu as fait. Et tu ne peux pas faire de demi-tour. Ça, c'est important aussi de le signaler. Tu peux le faire de demi-tour. Tu as un seul endroit. Soit je parle, soit je regarde, tu veux dire? Non, tu passes les autres photos, on l'avait déjà vu. Oui, on va avancer. Alors, il faut que j'ai un petit peu ton clic, quoi, parce que moi, j'ai cliqué, voilà. Donc, ça, c'était visuellement, on était déjà là. La baronne de la Roche, vous l'avez rencontrée. Elle est morte donc au mois de juillet 1920. Et donc là, nous sommes chez Caudron. Voici René Caudron, qui avait 10 ans de plus qu'Adrienne. Ils ont été très amis à un moment, on va dire. Et puis, ça s'est stoppé lorsqu'il a voulu l'épouser et qu'il ne voulait pas. Et voilà, l'école des Caudron, la gare du Crotoy, la fameuse rue de 2 km qu'elle a passée, où elle a marché en combinaison pour entrer à l'école et où tout le monde s'est fichu d'elle. Une des publicités des aéroplanes, là on voit le G3, le G4, et puis un autre modèle, certainement un R, un des premiers R. Voici la fameuse plage
sur laquelle il faudrait bouger quelque chose sur le téléviseur pour pas qu'il s'éteigne. Mais c'est quoi cette touche? C'est une touche de l'ordi? Mathieu, Je crois qu'il est allé. Voilà. Il est aux toilettes. il faut pas que le moniteur s'éteigne, et voilà l'école. C'est la télécommande? Oui, parce qu'il faut la bouger un petit peu, sinon ça va s'éteindre. Et donc là, vous voyez l'école, parce qu'il y avait un café, c'est une énorme structure, l'école côtoie, évidemment que des hommes, évidemment avec un atelier, il y avait un bar. Voilà le G3, voilà le crottoir vu du ciel, mais sur une image plutôt floue, donc les infrastructures étaient énormes. Aujourd'hui, quand on va voler avec le Piper Club, cette année, il n'y aura pas, mais tous les 2 ans, on se pose exactement en face des anciens hangars. Donc, c'est vraiment des infrastructures monumentales. Là, vous voyez Adrienne Bolland, à côté d'elle, il s'agit d'Alfred Fronval, qui, lui, qui a toujours le record du looping masculin de 1111 loopings. Oh là là. C'était un homme extraordinaire. S'il y a un livre à écrire, tous les jeunes qui écoutaient ou tous les plus anciens. Alors, il avait peut-être un avion plus maniable que le Caudron. C'est sur Alfred Fronval qu'il faut chercher parce qu'il n'a jamais eu de biographie. Auguste Maïcon, le premier homme à passer sous le pont du Var en G3 non plus. Il a eu une sorte de BD et une belle exposition. Il y a un très joli musée vers Nice de M. Martelly qui le connaissait, puisque c'est le premier à faire de l'aviation photographique sur la Riviera, puisqu'à l'arrivée des Russes dans le sud de la France, il a compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Donc la première parution, donc là elle a son brevet, là elle apparaît avec les autres pilotes dans l'équipe, dans l'écurie Caudron, au moment de faire sa publicité. En haut, vous avez un monsieur qui s'appelait Bossoutreau. C'était lui souvent qu'elle rejoignait à Bruxelles et ça lui posait pas mal de problèmes. Et Bossoutreau aussi, ça a fait partie de ses amoureux. Le 12 bis, son brevet. Le 17 569, donc le numéro de la FAI, donc de toutes les aviatrices au monde. Le looping, voici un looping tel qu'il se doit d'être réalisé. Avec un G3. Avec un G3. Voici la parution après le premier looping qu'elle a réalisé. Donc là, on est dans 1920 toujours. Elle est passée sous le pont du transborder de Rouen, qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'il a été détruit pour ne pas aider les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a été détruit pour ne pas faciliter le travail des Allemands. Une des parutions de la traversée de la Manche, donc au mois d'août 1920. Ici, vous avez sa maman au premier plan, la dame qui a un chapeau clair, et vous avez Adrienne, ça c'est une photo de famille, dans le G3, et derrière, il me semble que je vois un bateau. Ou est-ce que c'est moi qui ai vu? Oui. Donc je pense que c'est forcément près de la mer, mais je ne saurais pas vous dire qui sont les autres personnes qui sont sur cette photo. Et après avoir traversé la Manche, eh bien, René Caudron va lui dire tu vas pouvoir participer au grand meeting international de Buc. Buc se trouvant à l'ouest de Paris, en dessous de Versailles. C'était un champ immense. Et là, c'est déroulé le plus grand meeting d'aviation internationale de l'après-guerre au mois d'octobre 1920. À droite, vous avez Auguste Maïcon. Derrière, vous avez Marcel Doré, un de nos plus grands aviateurs de voltige. Et à droite, vous avez Monsieur Pinsard, qui était également un grand voltigeur de son état. Et Adrienne, qui n'en vient pas, c'est évidemment la seule femme. Là, vous l'avez en photo avec, à sa droite, Samuel Hoare, qui était le Premier ministre anglais, un homme qu'elle va rencontrer après plus tard et qui va l'aider pour obtenir justement le droit de piloter de façon professionnelle en 1925. Et le monsieur brun, avec le style ethnique indien, et bien indien, c'est le fameux Maharaja de Kapurthala. Je vous renvoie soit à mes livres, soit aux anecdotes que vous trouvez qui sont tirées des magazines Écart, de l'anecdote du Maharaja de Kapurthala au meeting de Buc, où elle s'est mis tous les hommes pilotes, tous les officiels à dos, puisqu'elle a cru qu'on lui faisait une blague et qu'elle a parlé au Maharaja comme si c'était son meilleur copain, ce qui a choqué beaucoup de monde. Mais il voulait absolument rencontrer la première femme, la seule aviatrice féminine.
À l'époque, le Maharaja de Alors, Calcutta, en plus. Elle lui a dit, je vous serre la pince, monseigneur. Elle tenait une C'était pince, monseigneur, à la main, un jeu elle de lui a mots. tendu la pince, et elle lui a dit, je te serre la pince, monseigneur, et personne n'a rien compris. Donc, après, il a fallu qu'elle calme les choses, et elle l'a revu avec Auguste Maïcon, qui sera un de ses accréditeurs, il va créer l'industrie des transports Maïcon sur la Riviera, et ce sera un de ceux qui lui donnera de l'argent pour partir en Amérique du Sud. C'était vraiment Ils se sont écrits toute leur vie. Auguste est mort en 1975 aussi. Comme elle, il a eu beaucoup de problèmes d'argent. Enfin, c'était des amis pour la vie, ces deux-là. Et donc, c'est là-bas, pendant qu'on la dessine, là, dans l'illustration, elle est croquée. C'est la seule femme, vous imaginez. Et puis, en plus, elle est mignonne. Elle est en combinaison. Les femmes n'avaient pas le droit de porter une combinaison. Alors, au Donc, début, scandale. elles avaient des jupes entravées. Voilà. Comme des jupes culottes. De la baronne de la Roche. Mais c'était la première. La jupe culotte, c'est venu avec Marie Marvin. Non, mais elles avaient des jupes avec une corde autour. Une corde. La première, c'est pour ça qu'elle faisait scandale, Adrienne Bolland. C'est parce qu'elle avait. Ou Thérèse Pelletier. Ah oui. Qui a été la première à apprendre à piloter. Avec son professeur Lagrange, le sculpteur. De Lagrange, a dû mettre une corde autour de sa jupe, puisqu'elle n'avait, les femmes, jusqu'en 93 ou même 2013, n'avaient pas le droit de se mettre en jupe. Le 31 janvier 2013, la loi a été abrogée. Tu comptes un petit peu. Il était interdit aux femmes de porter messieurs ne pas avoir le droit de porter des bermudas. Et les femmes qui fabriquaient des avions, donc Madame Todd, que tu as découvert aux États-Unis, n'avaient pas le droit d'essayer son avion. Et elle l'a fait piloter par un Français qui était... je ne me souviens plus de son nom. Enfin, c'était un Français qui a piloté son appareil. Et ce Français est parti après en Amérique du Sud combattre contre les réguliers mexicains. Il était avec Pancho Villa. D'accord. Ils étaient très utiles. On verra ça aussi avec Adrienne dans la guerre d'Espagne, qui s'est engagée. Oui. C'était la première femme à piloter. Et jupe culotte, c'est Marie Marvin qui l'a inventé. Et quand on lui demandait pourquoi est-ce que vous volez en combinaison, elle disait parce que quand je fais une loupe, sinon j'ai les fesses à l'air. Je veux bien, mais j'aurais les fesses à l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses à l'air. Donc voici une des publicités des transports à Maïcon. Maïcon avait vraiment une énorme, son infrastructure était monumentale dans le sud de la France. Et là, nous arrivons en Amérique du Sud, puisque avant même d'arriver en Amérique du Sud, les Sud-Américains connaissent déjà Adrienne Bolland parce qu'elle a traversé la Manche. C'est déjà une célébrité. On n'est pas encore... Et c'est à ce moment-là qu'ils l'appellent la golondrina, l'hirondelle, parce que ses cheveux ressemblent à un nid d'hirondelle. Alors, encore un surnom de plus. Et voilà un autre surnom. Là, vous avez, pour vous donner une idée, l'échelle entre ce qui se passe en termes de kilomètres entre l'Espagne et le début de l'Italie. Et voilà la même échelle en Amérique du Sud. Montevideo étant finalement au bout de la pointe jaune, Buenos Aires étant à l'embouchure, à la boca, ce qu'on appelle la bouche de l'embouchure du Rio. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que le Chili est une bande très étroite. Les Argentins disent du Chili que c'est la queue de l'Amérique du Sud. Parce que l'Argentine et le Chili ont des histoires très antagonistes. Et Adrienne Bolland est partie donc avec 2 G3 non immatriculés, je le précise, c'est important, qu'elle devait vendre. C'était des avions de guerre qui avaient été désimmatriculés pour les vendre. Avec son mécanicien et avec son chien. Parce qu'elle volait toujours avec ses chiens, sauf dans la cordillère où elle a volé sans chien. Donc voici René Duperrier qui avait à peu près son âge, et qui visiblement a dû être le seul mécano qui était d'accord pour partir à l'aventure avec Mademoiselle Bolland. Parce qu'elle n'était pas très bien vue dans les curés-coudrons, et qui, à mon avis, ils ne devaient pas être très nombreux à vouloir partir avec elle. Je précise qu'elle ne parlait pas espagnol, qu'elle ignorait que les saisons sont inversées. Donc elle est arrivée, elle est partie de France au mois de décembre, elle est partie avec manteau et tout, elle est arrivée là-bas, il faisait une chaleur à mourir. Donc il a fallu, tout son argent que Caudron lui avait donné, il a fallu qu'elle refasse toute sa garde-robe. Voilà, ça va dans le bon sens quand on a des vêtements chauds pour le froid. Oui, mais à l'époque... Il faut de vêtements froids pour le chaud, pardon, que l'inverse, c'est plus dur. À l'époque, une femme se doit d'être vraiment en termes de saison. Voilà. Et là, vous avez une photographie qui est prise depuis son hôtel, qui vous montre le congrès tout au fond.
là où elle sera plus tard, dans quelques mois, avec tous les hommes les plus importants d'Amérique du Sud pour la fameuse photo qui est dans certains livres, hein, que je ne montre pas, mais qui est dans certains livres. Et là, vous avez le phare de Buenos Aires, parce qu'au départ, Buenos Aires était au bord de l'eau, et ce sont les Anglais qui ont remblayé plus de 4 km avec ce qu'ils trouvaient, du sable, de la terre. C'est pour ça que c'est une ville très complexe à gérer en termes on parle beaucoup de problèmes climatiques à Buenos Aires. Le système des eaux souterraines est absolument... Alors j'ai une remarque sur la combinaison de vol d'Adrienne Bolland. Je ne sais pas si tu as volé en combinaison déjà. Oui. Moi j'adore la combinaison. J'ai travaillé, mon premier boulot c'était d'être instructrice remorquage au Centre national de vol à voile de Saint-Auban. Et on avait un peu les combinaisons de la patrouille de France. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très pratique parce que dans ces combinaisons, déjà, il y a des poches partout pour mettre les cartes, les stylos et les accessoires. Et l'été, on peut se mettre en maillot de bain dessous et l'hiver, on peut se mettre en damar, en vêtements chauds. Et ça, c'est... Qu'est-ce que tu aimes la combinaison? Moi, j'aime pas du tout la combinaison. Je trouve ça très vilain. Et là, vous avez son hôtel qui existe, qui a été longtemps... Vous avez quelque chose à dire? Oui. Oui, à propos de la combinaison, il y a une histoire au moment où elle a fait sa traversée. Elle a bourré de papier journal. Ah oui, ça on y viendra. Oui, le pipi. L'histoire de l'appareil. Oui, l'urinoir. Oui, ça c'est le... Quand il faut aller... Quand on va traverser la cordillère des Andes, on va le faire bien, vous allez voir. Et ben là, on est à son hôtel, l'hôtel ambassadeur. Mais c'était le Ritz de l'époque, d'ailleurs à tel point que Le Corbusier y allait se loger là-bas. Et puis Nijinsky, quand il s'est exilé en Amérique du Sud, d'ailleurs c'est noté sur une plaque. Enfin, c'était un hôtel d'hyperluxe. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dedans. Ça a été longtemps un commissariat de police. C'est étonnant. Et donc, la photo que vous avez vue tout à l'heure était prise depuis cet hôtel. Et là, vous avez la fameuse avenue qui sera pleine d'hommes lorsqu'elle va revenir après la cordillère des Andes, l'avenue de Mayo, l'avenue de Mai. Et qui est, on va dire, 6 fois les Champs-Élysées, pour vous donner une idée de la longueur. Et elle a commencé, donc elle arrive en Amérique du Sud avec son mécanicien. Les 2 avions arrivent en retard parce que ce qu'ils apprennent sur le bateau, c'est qu'il y a une grève. C'est l'époque où les anarchistes font des coups d'éclat un peu partout. Il y a une grève et les avions restent en caisse. Les caisses sont sorties sur le port de Santos parce que les dockers sont en grève. Donc ils sortent les caisses, le bateau continue et il va falloir qu'ils attendent à peu près 3 semaines. Elle arrive à Buenos Aires sans avion. Donc là, la déception est grosse. Elle s'aperçoit que c'est en plein été et que la première chose qu'on fait, c'est que ce sont les journalistes qui les emportent directement au journal. Là, elle boit beaucoup de champagne et comme elle ne parle pas un mot d'espagnol, quand on lui dit « Mademoiselle, vous êtes venue là pour passer la cordillère des Andes », elle dit oui à tout. Et le lendemain, quand elle lit dans la presse qu'elle est venue traverser la cordillère des Andes, elle est dévastée. Et elle va tout de suite écrire à Caudron en lui demandant un autre avion plus puissant, parce qu'elle va aussi sur le champ d'aviation de San Isidro. Elle a appris sur le bateau également qu'il y a eu un tremblement de terre à Mendoza. Là, on voit les dégâts du tremblement de terre de Mendoza. Mais elle ne sait même pas où est Mendoza. Elle sait simplement qu'il y a eu un gros tremblement de terre près de la cordillère. Quand elle arrive sur le champ d'aviation de San Isidro, à Buenos Aires, elle s'aperçoit que c'est un champ immense. Ici, les Moulineaux à côté, c'est vraiment de la gnognotte. Et chaque mission, on disait des missions militaires, missions aéronautiques, a ses bessonneaux ou a ses hangars. Donc vous avez les Italiens, les Anglais, les Allemands et les Français. Et c'est une immense plateforme et c'est la seule femme qui va piloter. Là, vous avez les avions qui sont en plein vol et à terre, au sol. Et quand ils vont voir son G3, ils vont se ficher d'elle absolument. Donc, une fois que les avions vont être remontés, pour stopper les mauvaises langues, parce qu'elle est harcelée, voilà ce que j'ai découvert grâce aux archives du musée Air France, c'est qu'il y a à peu près 500 ou 600 articles de presse. Tous les jours, il y avait quelque chose sur elle, en fait. Donc, ce sont que des articles en espagnol. Et tous les jours, on la met en doute, on lui met la pression. Les aviateurs lui disent « Oh là là, mais si vous voulez passer les Andes, il faudra dire bonjour au Christ de notre part. » Parce que visiblement, il y a une sculpture du Christ dans les Andes, mais il faudra lui dire bonjour avec une bouteille d'oxygène, parce qu'il est quand même à 4000 mètres. Donc, ou sinon, on lui dit « Mais mademoiselle, notre montagne, c'est pas du chocolat. » Donc, elle va leur répondre « Oui, mais moi, mon G3, c'est pas de la guimauve. » Donc, il faut le prouver. Et pour le prouver, elle va décider de battre le record d'altitude. Et elle va battre le record d'altitude de la Baronne de la Roche, qui était de 3800 mètres. Je crois que c'est... Oui. 3850.
et elle va monter à 1000 mètres de plus avec Duperrier à bord. Donc, elle va à presque 5 km d'altitude sans oxygène, hein, sans rien. Hein. Et alors là, c'est le coup de grâce, c'est une façon de faire taire toutes les rumeurs. 4850. C'est une façon de faire taire toutes les rumeurs. Bon. À quelle altitude tu es déjà montée? Avec le caudron. Sinon, elle 1500 pieds. Sinon, Non, même pas. Non, même pas. Elle volait à 400 mètres, elle disait elle Non, volait à non, 400, 500 Cathy, mètres. Cathy, je demande à quelle altitude. Non, mais Adrienne, elle est volait montée avec à le 400 mètres. 400, C'est pas haut. Elle aimait voler pas haut, Adrienne Bolland. Donc, le G3, il n'est pas fait pour aller haut. De toute façon, c'était pas. Et là, elle fait taire tout le monde. Donc, Quand même, faire des records comme ça, elle tournait en rond pour au maxi des capacités. Pour monter avec les ascendants. Monter très doucement et avec les ascendants, c'est possible. Donc, elle mettait déjà 1 heure. Elle disait qu'elle mettait 1 heure pour arriver à 3000. C'était du planeur. Et ça, après, il fallait continuer à monter et monter. Et puis, l'altimètre, c'était un altimètre à plomb. Est-ce qu'il plane bien cet avion, non? Et quand ils arrivaient au plus haut, ils cassaient un fil de plomb, ch'touk, et ça marquait l'altitude. Donc ils redescendaient, il y avait une altitude probable, enfin prouvée par l'altimètre. Et là, le plomb avait mal fonctionné, donc tout le monde avait C'était douté. un baromètre qui enregistrait, non? C'était un altimètre à plomb. Ah oui, qui s'arrêtait, qui se bloquait. À Santiago, j'ai vu ce que c'était qu'un bigophone. J'ai jamais vu de bigophone en France, mais là-bas, au musée de l'école, là où elle atterrit, ils ont gardé un des bigophones. Ils ont un système d'urinoir aussi qu'elle utilisera. Ils ont gardé tous les... Tu veux dire les systèmes de communication, les voilà, entonnoirs? T'avais un entonnoir dans le G3. Tu vois, Tu peux nous en parler, Cathy, tu connais ça? C'est dans l'estampe, il y en a, non? Ah non, j'ai jamais utilisé. Non, dans l'estampe, ils utilisent un truc qui est à la gorge, non? C'était... moi j'avais... Un largophone. Oui. Oui, à la Alors là, c'est un entonnoir, ch'touk, il déquichait Mais d'un qui est truc. transmis électriquement, pas... Non, je pense pas. Je pense que c'est par... Aussi par une tuyau. Par du souffle, quoi. Ouais, Par un tuyau. Parce qu'il faut dire quand même que quand on vole dans ces avions, on est à l'air libre. Ouais, Et Oui. on a vraiment les C'est là. sensations du vol, on en prend plein la figure. pas complètement. On en prend plein partout, en fait, j'ai l'impression. Enfin, moi, d'après ce que j'ai ressenti. Il faut- Surtout dans le caudron, parce qu'il n'y a pas de pare-brise. Enfin, Ah ouais, le ouais. pare-brise est ridicule, quoi. Il n'y a même pas le petit pare-brise. Il y a un peu la cellule, finalement. Parce Ouais, qu'on un est petit peu, Un mais- petit peu. Mais plus pour le passager que pour... Non, parce que le pare-brise à l'arrière, il est tout petit et il est comme ça. Et il est Ah, noir. d'accord. Donc de toute façon, tout arrive par les côtés. C'est comme s'il n'y avait pas de pare-brise. Et il faut mettre absolument donc, ce qu'on a appelé les goggles. Ah bah oui. Ah oui, alors oui, C'est là- oui, oui. C'est là que j'ai compris l'intérêt des googles. Voilà, l'instructeur lui avait dit, il y a deux choses à jamais oublier en caudron. Les lunettes et un chiffon propre. Ah oui. Parce qu'il y avait de l'huile de ricin, c'était de l'huile À l'époque, l'huile de ricin. l'huile de ricin. Et il recevait tout, elle disait qu'elle recevait toute l'huile du moteur dans la pleine tronche. Donc en fait, elle passait son temps à nettoyer ses googles avec un chiffon propre. Il faut surtout que le chiffon soit propre. Et là, vous les avez à Buenos Aires, juste après le record d'altitude. Ah, évidemment, là, ça devient sérieux, quoi. Il faut une photo officielle, il faut. Et elle, juste avant qu'elle monte, qu'elle essaie le Vous avez record, remarqué, elle a des talons, hein, quand même. toujours. Oui, elle fait toujours ses elle talons à montait beaucoup avec de des talons. Et tu crois que c'est pas facile de piloter sur ces Non, mais talons? pilotez pas avec Ah, ça, mais elle avait elle pas- le mettait après. Non, moi j'ai vu des photos où elle montait dans. Enfin, Oui, moi aussi. Pour les elle photos. monter dans l'avion avec ça. Maintenant, je sais pas. Mais elle avait. Mais ceci dit, c'est des petits talons. C'est des et petits pas talons, gênant, c'est des hein, petits de talons toute de façon, bobine. puisqu'en fait, c'est avec la plante du C'est pied le ballonnier, ouais. qu'on T'as les pieds sur une planche et tu... appuie. Hein, donc je Oui, pense si pas c'est que pas ça des grands gêne, talons, mais il m'a semblé l'avoir dans des grands talons, peut-être comme tu dis pour les photos, ou Oui, c'est- pour moi, j'ai- exceptionnellement pour être élégante. J'ai des photos où elle remet ses chaussures de ville pour les photos, quoi. Ah oui. Donc, parfois elle monte Et avec... elle était vraiment pas grande, hein. Oui. Donc, il fallait qu'elle- Si, elle faisait 1m63, 64, un petit peu plus petit. peut-être que Peter Non, elle a un était- peu cassé, alors. Ouais. Il Mais de était toute grand, hein, façon, Duperrier, tout le monde il était doit immense, mettre hein. un escabeau pour monter dans cet avion, non? Mais Duperrier, Alors, il y a un marchepied. Moi, j'arrive à me faire. Si quelqu'un m'aide, Oui, on a vu ça. on a vu ton mari. On peut monter, mais Mais Duperrier, il était immense. Duperrier, il faisait 1m85, 86, donc elle était relativement grande. Hein. Il montait sans escabeau. elle avait l'air légère hein, quand même. Elle faisait, oui, mais dans la famille, ils étaient tous comme ça, hein, de toute façon. Et là, c'est le Mado, parce que juste avant, comme tout le monde se fichait d'elle, eh bien, elle a dit, je vais demander l'aide de la Madone. Donc, elle a fait marquer Mado, et elle a dit, comme ça, si je réussis le record d'altitude, je saurai que la Madone, la Vierge, est avec moi. Et là, juste avant de partir pour Mendoza,
Alors tout à l'heure, dans le film du MAE, elle parle de cette femme. Alors déjà, il faut recadrer les choses. Elle va parler de cette femme seulement à partir de 1946, une fois qu'elle saura qu'elle ne volera plus. Et puis, ce qu'elle oublie de dire, c'est que cette femme venait de la part des gens de Mendoza et qui venaient lui dire qu'ils avaient absolument besoin qu'elle réussisse cette traversée, parce que si elle réussissait, ils auraient des donateurs pour reconstruire leur ville. Et quand elle lui dit « il faut passer par là », elle lui dit « cette route-là », parce qu'elle vient de la part d'un Indien des Andes, et que quand on est dans la cordillère, on voit effectivement que quand si on va à droite vers la Concagua, on est mort. Si vous allez sur Google Earth, je vous invite à le faire, regardez, on le verra après, vous verrez qu'il y a une grande vallée qui monte à droite, et si vous la suivez, vous arrivez à un mur. Si vous allez à gauche, ce qu'elle a fait, là elle a tourné pendant 20 minutes, mais on le verra pendant la traversée, effectivement, il y a une brèche qu'on voit d'ailleurs, mais n'oublions pas que le G3, on ne voit rien devant et on ne voit que sur les côtés, à main gauche et à main droite. Donc elle avait un champ de vision quasiment nul. Lorsqu'elle va partir à Mendoza, puisque du coup elle sait que tout le monde l'attend à Mendoza et qu'elle va peut-être pouvoir passer, elle fait ses bagages. D'abord, elle est harcelée par les ambassades, la colonie, qui lui disent que si elle rate, elle va créer un incident diplomatique monumental. Donc elle reste persuadée qu'elle peut tenter. Elle veut aussi en mettre plein la vue à Caudron, puisqu'elle a reçu un télégramme de lui qui lui dit démerdez-vous, je ne vous enverrai pas d'avion plus costaud. Et elle est furieuse, elle est absolument furieuse d'avoir tout le monde contre elle. Donc elle sort de l'hôtel, elle n'a plus de quoi payer l'hôtel, elle n'a plus d'argent. Caudron arrête de lui donner de l'argent. Elle va juste louer un petit studio meublé. C'est là que cette femme va venir la voir, lui dire il faut que je vous dise, si vous essayez la traversée, il faudra aller là et plutôt pas par là. Mais bon, elle dira elle-même qu'elle a oublié, quand elle avait autre chose à penser que ça. Elle ne sait pas pour l'instant par où elle va passer. Tout ce qu'elle sait, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle sait que tous les hommes qui ont réussi la traversée, regardez la puissance de leurs avions, l'altitude, le plafond, c'est-à-dire l'altitude possible. Tous ces hommes sont passés par des altitudes moindres et par le sud. Le sud, regardez sur Google Earth, je pense que je vous l'ai mis peut-être en photo, on le verra peut-être. Le chemin est tout simple et vous êtes à 3000 maxi. Et le seul qui est passé par le nord, Benjamin Matienzo, il s'est pris la montagne de plein fouet, puisque lui, visiblement, soit n'a pas cherché la brèche, soit ne l'a pas trouvée, soit il n'a pas eu la chance qu'on lui dise « vous allez pouvoir passer par cet endroit-là ». Donc il a continué et vous verrez que si on continue, on est mort. Voici Dagoberto Godoy, qui était le premier, il était tout jeune, il avait 25 ans aussi, le premier Chilien à avoir traversé du Chili à l'Argentine. Alors, la cordillère des Andes, si vous allez du Chili à l'Argentine, ça va tout seul. Vous avez les vents du Pacifique. Il suffit de monter, il faut monter très haut, et après, vous arrivez directement en Argentine. Ce qui est compliqué, c'est de faire de l'Argentine au Chili, parce que là, vous avez tous les vents. Oui, vous avez les vents du Sud-Pacifique, vous avez les vents de la Patagonie, du sud de l'Antarctique, et vous avez les vents de l'Amazone, de la jungle. Et vous avez les vents de Buenos Aires, de l'Atlantique. Donc vous arrivez, et c'est bien plus compliqué de forcer dans ce sens-là. Lui, il a réussi. Luis Candelaria était le premier Argentin à traverser depuis l'Argentine. Donc lui avait un petit peu plus, mais par le sud. Pas du tout par là où elle va passer. Ça, ce sont les premiers avions à faire la traversée. Donc vous avez des marques différentes, mais vous remarquerez que ce sont des Morandoni, puisque tous les Argentins, les Brésiliens, les Chiliens ont appris à voler sur nos avions à nous, puisque ce sont nos excédents de guerre qui ont nourri leurs écoles d'aviation. À droite, l'Atlantique, à gauche, le Pacifique. Mendoza est déjà à 900 mètres d'altitude, donc vous avez déjà bien mal à la tête quand vous êtes à Mendoza. Et n'oubliez pas que quand elle va être à 4000 mètres, c'est au-dessus du niveau de la mer. Elle ne va jamais être vraiment à 4000 mètres au-dessus de la montagne, elle sera à 400 mètres du sol. Puisqu'en toute logique, la cordillère, elle monte, c'est une échine, une épine dorsale, on va dire. Donc plus on monte, faites-le sur Google Earth, faites une simulation, vous verrez, vous êtes obligé de monter, et vous êtes vite à 3000 mètres. Donc elle volait à 3000, donc elle était à 600 mètres du sol. Et voilà le fameux Benjamin Matienzo que vous allez voir mort devant. Ils sont tous tels des trophées. C'est un vrai trophée, là. Quand ils l'ont découvert, il était raide comme une planche de bois. Et lui, il s'était pris la montagne de plein fouet.
Et voici la cordillère quand vous êtes à Mendoza. Mais d'une certaine... Parce que, bon, elle est très longue, elle fait 7000 km de long, cette chose-là. Donc, Adrienne va prendre le train ici. C'est toujours la même station de train. El Retiro à Buenos Aires, c'est toujours la même chose. Et elle va faire les 1000 km en transandin jusqu'à Mendoza. Et ils vont arriver 4 jours plus tard à Mendoza. Ils ont fait mettre en caisse un DG3. Et il faut le temps. Et ils vont, voilà, là, elle est accueillie par tout le monde parce que tout le monde veut voir la Française qui va sauver les Mendocinos, ce qui va permettre aux Mendocinos de voir leur ville se faire reconstruire. Parce qu'elle va voler gratuitement pour eux. Et voici un des premiers essais. Et il faut savoir que le 1er avril est un essai. Elle n'a jamais pensé réussir cette traversée. Elle a fait un premier essai le 28. C'était la foire d'empoigne parce qu'il y avait des Indiens partout. Tout le monde voulait lui arracher des cheveux, faire des gris-gris. Ils étaient tous en train d'adorer la Pachamama en disant mais si c'est une jeune femme, pourvu qu'elle soit vierge, comme ça les dieux vont arrêter de faire des tremblements de terre, on va arrêter de mourir. Parce que là-bas, la terre tremble tout le temps. Ils sont tout le temps en danger. Et puis les maisons étaient en pisé, donc ça s'écroulait très facilement. Donc le premier essai, c'est l'horreur. Elle devait partir à 8h du matin, elle arrive à décoller à 14h. Les saisons sont inversées, donc la nuit tombe très vite et le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, sauf qu'à l'ouest, vous avez la cordillère, donc à 4h l'après-midi, il n'y a plus de soleil. Ça veut dire que les vents commencent ce sont des trombes et c'est infernal. Et jusqu'où il faut que j'aille dans cette partie-ci, c'est ça que je voudrais savoir avec le diaporama. Et là, c'est la seule photo d'elle qu'elle a fait faire, qu'elle a fait prendre, puisque les militaires lui avaient prêté une mule. Voilà, on a dit un cheval, non, c'était une mule. Et donc, elle pouvait aller de son hôtel, qui était dans le centre de Mendoza, jusqu'au champ d'aviation des Tamarins, les Tamarindos. Et là, le G3 est sous une tente. Ils n'avaient même pas la place pour lui mettre son G3. Donc, ils ont remonté le G3 sous une tente. Et comme qu'elle attendait, et puis qu'en plus, Duperrier lui a dit malheureusement, Mademoiselle Bolland, j'ai oublié d'emporter une magnéto neuve. Et qu'une magnéto neuve, c'est important parce que c'est la batterie et que si elle a des induits, s'il y a des fuites, l'avion tombe en panne. Il a fallu qu'ils attendent qu'une magnéto arrive, toute neuve, depuis Buenos Aires. Donc, ils ont remonté le zinc. Elle s'ennuyait, donc elle randonnait, elle faisait des randonnées, elle demandait aux paysans, mais où est Santiago? Et c'est là où on lui disait, mais c'est là. Et bon, et puis quand c'est dégagé par le sud, on peut passer, parce que ça veut dire que vous n'aurez pas de nuages. Voilà tout ce qu'elle savait. Et en étudiant les vagues cartes qu'il y avait, elle a vu qu'il y avait le train qui passait dans la cordillère transandin. Donc elle a dit, je vais suivre le transandin, je vais suivre donc le Rio, mais à contresens, puisque la cordillère est comme ça veut dire que le Rio va dans un sens vers l'Argentine, dans l'autre vers le Chili. Donc j'aurai le Rio à contresens, je suis à petite altitude le chemin de fer, et normalement je vais arriver au Chili. Sauf que, elle oubliait une seule chose, c'est qu'il y a un tunnel. Parce qu'il faut passer dessous. En toute logique, à un moment donné, c'est une montagne, il faut passer dessous. Et ça, elle ne le savait pas. Et c'est au-dessus de ce fameux tunnel que le pilote précédent est mort. Et pour la dissuader, tout le monde la dissuadait. Toute la presse se fichait d'elle. Tous les jours, c'était est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle va pas passer, est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle va passer. Elle avait une pression terrible. Elle est arrivée à Mendoza le 23, le 24 mars. Premier essai le 28, le deuxième essai le 30. Elle ne dormait plus à partir du 28 parce qu'elle a vu que c'était un vrai dédale. Un tapis de fakir, dira-t-elle. Elle était tétanisée de trouille. Et donc Duperrier lui a dit, si on veut que vous ayez des chances que vous puissiez vous perdre, il faut que je double le réservoir. Donc il a doublé, il a condamné la place avant du biplace qu'elle avait, du G3. Il a fermé et il a fait un deuxième réservoir. Et donc elle avait plus 4 heures d'essence, elle avait 9 heures d'essence. Ce qui explique que, à ce moment-là, Duperrier lui a dit, Mademoiselle Bolland, maintenant, vous ne pouvez plus partir en combinaison et en grosses bottes. Il faut partir légère. Et là, elle s'est mariée, elle a dit, mais je ne vais quand même pas partir à poil. Ah ben, il lui a dit quasiment. C'est pour ça que le 1er avril, la magnéto qui était toute neuve était arrivée. Le petit chien que vous voyez,
Elle avait un humour terrible et elle l'a appelé ce bichon maltais, c'est une jeune danseuse du théâtre qui lui a amené pour l'empêcher de partir. S'il vous plaît, ne partez pas, tenez, je vous donne un chien, mais ne partez pas, vous allez mourir. Et elle l'a appelé Copito, parce que Copito, à l'envers, ça fait Poquito. Et quand on lui disait, vous êtes folle, elle disait, oui, mais ou Poquito. Et ça ne veut pas dire petit, Poquito, ça veut dire oui, un petit peu, je suis un petit peu folle. Donc elle l'a appelé Copito. Elle a quand même décidé de partir et le 1er avril, Duperrier est venu toquer à sa porte en disant la magnéto est arrivée, la magnéto est montée, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle était déjà prête et effectivement, elle s'était graissé le corps parce qu'elle savait qu'elle irait quasiment à poil. Elle s'était graissé le corps, elle s'était mise du papier à journal partout. À la fin, elle s'est fait mettre du papier beurre sous ses gants en espérant qu'elle ait moins froid. Et Michel va pouvoir parler de la combinaison. Et elle a glissé quelque chose dont elle a parlé que Oui, dont on parlera plus tard, plutôt au moment de l'arrivée. Eh bien, c'est au moment de l'arrivée, parce d'accord, qu'elle en a parlé Elle avait aussi des oignons dont on lui avait dit que Oui. c'était Donc elle avait... l'équivalent d'un masque à oxygène. Elle a passé son... Et il restait une haleine un peu forte à l'arrivée. Et donc elle a passé son pyjama en... Heureusement, elle avait un pyjama en soie que son frère lui avait offert de Chine. Donc elle avait un très très beau pyjama en soie avec des motifs chinois. Et elle a passé sa combinaison, son plus gros pull. Il y a une des dames de l'hôtel qui lui a fait des chaussons en alpaga, puisqu'elle ne pouvait pas mettre de chaussures à cause de l'altitude, les pieds allaient gonfler. Et dans un pochon, elle a rajouté ses chaussures, les plus belles chaussures qu'elle avait, et une robe pour aller danser. Elle s'est dit comme ça, si je réussis. Toujours chic les aviatrices dans les années folles. Si je veux faire la fête après. Elle aimait danser, elle aimait faire la fête. Ça, si je survis, j'irai faire une sacrée bringue. Et donc, ça ajoute de sa personnalité. Et donc elle met tout ça. Et puis ils partent. Une véritable aviatrice. Ils partent sur le. Voici l'équipement plus que rudimentaire. Ah. Et alors le poignard. Mais c'est vrai que beaucoup d'aviatrices qui ont fait de grands voyages à l'époque. Elles n'avaient rien, hein. Elles partaient avec. Non, mais avaient un genre d'équipement comme ça. La petite robe longue du soir pliée et le revolver, celles qui ont traversé l'Atlantique, etc. Alors, au cas où elles se posent en zone hostile. Voilà. Donc le couteau, c'était pour les condors, parce qu'à l'époque, on savait que les condors attaquaient parfois les aviateurs. Et puis qu'un condor, je vous rappelle que c'est quand même Oh, c'est énorme. C'est un oiseau qui fait la longueur de cette table, c'est-à-dire à peu près 7 mètres. 7 mètres d'envergure. Ça fait 60 kilos. Et ça, au plus large, ça peut faire 7 mètres. Donc quand ils attaquaient parfois les avions. Et ils plongeaient sur les ailes. Ils les prenaient pour des rivaux. Ils étaient sur leur territoire. Sauf qu'elles ne savaient pas du tout ce que c'est. Elles savaient simplement qu'il y avait des condors, qu'il y avait des pumas. Donc si elles se posaient, il n'y aurait personne pour l'aider. Donc il fallait qu'elle puisse se défendre avec un pistolet. C'était la lionne. La lionne qu'elle était. La lionne volante, c'est difficile. Et si pendant la nuit, il fallait qu'elle attende la nuit, et quand la nuit arrivait, si personne n'était venu, elle mettait le feu, elle tirait dans le réservoir, elle aurait des chances qu'on la repère. Et au pire, elle pouvait se tirer une balle. Il fallait qu'elle se suicide. Parce que sinon, elle serait morte de faim. Elle avait une goutte Oui, voilà. Son mécanicien lui a dit, tu mettras le feu à l'avion et on te verra pour aller te secourir. Peut-être. Ça aurait été difficile. Hein. À l'époque, déjà, on voit l'avion qui s'était crashé avec une équipe sportive qui a survécu dans les Andes. Michel pourra en parler. Ça, Michel en parlera de ça. C'était pour ça, parce que ça, elle était devant sa télévision quand elle a vu ça. Et donc, elle avait un pain. Une équipe de rugby. Oui, et donc, elle avait un pain, une gourde qui a gelé, un pain, et puis des oignons, puisque les paysans lui avaient dit que ce sont des dilatateurs pulmonaires. Et c'est vrai, il paraît. Alors, il paraît que ça empêchait de dormir aussi Maryse Bastier quand elle a fait le record de durée de l'autre colonne. Elle se giclait de l'autre colonne dans les yeux. Ouais. Ah, oui. Et elle avait, on lui avait mis dans son G3 l'altimètre de George Newbery. C'était le premier homme à traverser la cordillère en ballon. Oh là là. C'était un honneur. Ça lui a porté chance. Voilà le décollage. Il n'y avait personne. Hein. Vous allez voir, donc vous avez Duperrier à gauche. Il faisait un froid de canard. Alors, il avait vraiment... Oui, j'avais deux choses. Charles Lindbergh aussi mettait du tabac dans ses yeux pour ne pas s'endormir. C'était excitant.
survol. Et avec des allumettes, il pouvait allumer. Aussi, oui. Et Georges Newbery a, comment dirais-je, fait le baptême de l'air de Amalia Figueredo, la première aviatrice d'Amérique latine. Voilà. Et J'ai quelques Lindbergh a points. raconté plus tard, Adrienne parle de sa petite dame avant son vol, Lindbergh dira plus tard, que quand il s'endormait, il lui arrivait de plonger, il y avait une voix, il entendait une voix qui lui disait « réveille-toi, réveille-toi ». Et il se réveillait en disant « mais qu'est-ce qui me parle ?» Mais c'est pareil, il l'a dit des années plus tard, parce qu'il avait peur que tout le monde se fiche. Alors maintenant, pour reparler donc, de nos équipages long courriers qui sont partis, les équipages de femmes qui sont partis hier soir, qui avaient des très longs vols, donc il y a plusieurs pilotes pour permettre de se reposer dans des couchettes à l'arrière. Donc le commandant de bord assiste toujours au départ et à l'arrivée. Ils se répartissent le pilotage, il y a des fonctions pilotage, navigation, mécanique et radio qui sont gérées aussi par l'ordinateur maintenant. On répartit les repos donc, sur des vols longs, au-dessus de 8 heures, on va dire, sur un tiers de la croisière, ou voire la moitié quand les équipages sont plus nombreux. Donc nos aviatrices, les équipages d'Isabelle Guillard et de Laurence Elmariani, ont fait des tours de repos. Donc effectivement, la gestion du repos, c'est comme ceux qui font de la voile, les navigateurs au long cours. Maîtriser son sommeil, c'est pas évident. Il n'est pas question de prendre des médicaments pour dormir, puisque ça va diminuer la vigilance après pour le pilotage. Donc il y a des instruments, enfin des outils comme la sophrologie ou l'hypnose qui sont maintenant utilisés. On a des pilotes d'Air France qui ont développé aussi des outils là-dessus. Pour entraîner les pilotes. On nous parlait aussi de power nap, c'était prendre un café très fort avant une sieste. Ah oui, c'est vrai, et on fait une meilleure sieste. De toute façon, le fait de s'endormir, même des petites périodes de 20 minutes, c'est toujours très réparateur. Voilà. Donc quand on veut être pilote de ligne, c'est un challenge d'avoir une bonne santé pour résister à toutes les contraintes de l'aviation, des décalages horaires, etc., les contraintes physiques, et également de maîtriser son sommeil pour ceux qui font du long courrier ou les vols de nuit. Parce que l'organisme n'est pas fait pour vivre la nuit. C'est l'horloge circadienne, voilà. Ça abîme l'horloge. En plus, dormir avec du bruit, c'est pas facile. Et ça, j'ai choisi de vous montrer cette vue de la cordillère. À gauche, si vous voyez une zone grise, je peux pas vous le montrer. Un petit peu à gauche, vous voyez, vers le Pacifique. Oui, on voit. Ça, c'est Santiago du Chili. Là, vous avez la voie par le sud, par laquelle passaient les premiers qui ont traversé la cordillère. Donc, ils passaient, vous voyez, vous prenez C'était plus bas. Et vous prenez beaucoup plus bas. Donc, vous avez une vallée, en effet, qui fait le tour de ce volcan, qui n'est pas éteint d'ailleurs. Souvent, c'est lui qui crache beaucoup. Là, quand il crache beaucoup. Et en effet, vous avez cette vallée qui repart à droite. Et Mendoza est beaucoup plus au nord. Voilà. Ça, c'est une vue du passage qu'elle n'a pas choisi, mais qu'elle ne connaissait pas. Ça, c'est la vue que vous avez vue, mais que il n'y avait pas de son dans le film de TF1. Donc, à droite, vous avez Mendoza. Vous voyez un petit peu plus bas, un petit peu plus loin, vous avez cet immense lac, c'est l'entrée de la cordillère, c'est le lac de Los Potrerillos. Je vous dis ça pour ceux qui vont aller le faire sur Google Earth. Et cette énorme nappe rouge au nord, c'est la fameuse Valle d'Uspallata qui a finalement la taille de la France. Donc le premier sur place, vous le verrez. Je ne sais pas à quelle heure on fait la traversée, si on l'a fait maintenant ou pas en fait. Là, j'attends oui. le taux de départ. Et à gauche, vous avez Santiago. Donc ça, c'est un des ponts qui donne accès à Mendoza. Mendoza est une plaine. Il faut comprendre que de Buenos Aires à Mendoza, c'est une plaine, c'est une pampa de 1000 km. C'est pour ça qu'il y a si bonne viande, c'est que les vaches, les bœufs ne bougent pas, ils font que manger, donc c'est fantastique. Et Mendoza était une ville axée sur la production de fruits et légumes. C'est le grenier de toute cette partie-là des Andes, et c'est un jardin, ils récoltent toute l'eau de pluie, toute l'eau des alluvions de la cordillère. C'est une ville très très riche.
et où tous les Français, Basques, exilés européens sont venus pour être tonneliers, négociants de vin. J'ai apporté du vin du Chili aujourd'hui, c'est parce que vraiment, on fait de très, très bons vins chiliens et à Mendoza, des deux côtés. C'est la seule photo qui existe de tous les hommes c'est vrai. qui étaient devant leur feu, et ça, elle s'en souvient, elle en parle. Ils étaient tous congelés, 2, 4, 6, 8, 10. Ils étaient 10. Ils se réchauffaient avec du vin. Non, avec le feu, ils avaient fait un feu, et elle disait, pour moi, j'étais gelée déjà en combinaison. Il faut savoir aussi qu'à 3000 mètres, il fait moins 20. Il fait moins 20. Donc elle a traversé dans des conditions terribles. Il faut vraiment survivre et résister. Hein. Dans un vol, elle a volé 4 heures. Hein. Et elle a volé 4 heures. Et le G3 a une particularité aussi, c'est qu'il a tout le temps des ratés. C'est un moteur rotatif, c'est-à-dire que c'est le moteur qui entraîne l'hélice. L'hélice n'a pas de part réglable, ce qu'on appelle de vitesse en somme. Hein. Son seul outil de travail, c'est le palonnier pour choisir sa direction. Elle peut aller en profondeur avec le manche. Et puis, je crois que c'est tout. Donc c'est vraiment ultra rudimentaire. Elle ne voit pas devant, elle voit qu'à droite et à gauche. Et elle sait qu'elle va dans une vallée. Elle a déjà fait ses essais. Elle s'est arrêtée à Uspallata. Elle a pu faire demi-tour, coup de chance. Mais là, sa magnéto est neuve. Alors, ce qu'on n'a pas entendu tout à l'heure, on avait un problème de son dans le film de TF1, dans l'interview, c'est qu'elle avait demandé j'en ai parlé. aux locaux. J'en ai parlé des paysans quand on... C'est par là. C'était pendant ta pause. Donc, elle rentre, donc elle monte, elle met déjà 1 heure pour monter à 3000, et elle s'insère par cette vallée des Los Potrerillos. Et on voit bien que regardez, c'est que du minerai, il n'y a pas d'herbe du tout. Hein. C'est noir, c'est marron, c'est bleu marine, c'est assez effrayant. Et elle s'engouffre là-dedans. Elle passe le lac, donc, un peu plus d'1 heure plus tard. Cette route-là, elle la connaît. Ce qu'elle ignore aussi, c'est qu'elle va être suivie par le télégraphe. Et le télégraphe dit qu'elle est balancée, que le G3, il voit que le G3 est balancé de droite et de gauche. Donc ça veut dire que ça doit pas mal secouer. Elle met 20 minutes pour arriver juste à l'entrée de cet endroit-là. Et là, on est dans les conditions, c'est-à-dire à 2000 mètres. Voici ce qu'elle voit à sa main droite. Devant, elle ne voit pas, je vous le rappelle. Et elle arrive à la vallée d'Uspallata, premier sur place de 20 minutes. Donc là, sur place, Cathy va pouvoir nous dire ce que c'est quand on a un vent de face qui vous arrête. Ça fait quoi ? On a déjà eu. J'ai jamais vu. Hein. Eh bien, elle disait, elle voyait l'hélice qui battait, elle priait en disant, si le moteur a un raté, l'hélice s'arrête. Si l'hélice s'arrête, je tombe. Là, je suis mort. Non, mais ça, c'est une panne moteur, parce que Non, le raté, le G3 droit, le G3, elle disait, il avait tout le temps des ratés. Oui, mais des ratés, ça veut dire que le moteur hoquette et s'arrête légèrement. Mais c'est pas le vent... avec l'aérodynamique, tant que l'avion avance, même face au vent, l'hélice, elle va toujours tourner et redémarrer le moteur. Alors, elle a l'air de dire que justement, elle n'avançait plus. Elle avançait plus. Oui, mais ça, si tu veux, c'est le vent de face, forcément, parce qu'elle a un avion qui ne va pas vite. Elle fait des ULM, ils font du... Non, mais je veux dire... Ils peuvent même reculer. Exactement. Moi, tu connais. C'est ça, ouais. Donc, je veux dire, elle avait tellement de vent de face que ça trouille, c'est que l'hélice s'arrête, parce que si l'hélice s'arrête, elle tombe à une pierre. On est d'accord, ça. Comment ? Ça n'a pas de rapport avec le vent, l'hélice. Non, c'est ce que je veux dire. L'hélice L'hélice ne s'arrête pas à cause du vent. Mais ça, c'est à cause des hoquettements du moteur ou d'une panne moteur. Peut-être le mélange en altitude. Elle avait qu'une seule trouille, c'est que le moteur a un problème. Parce que si elle avait un problème, elle tombait tout le temps. Ça, c'était tout le temps. Mais c'était, le fait de faire sur place. Elle n'avait jamais connu de sur place de sa vie, si tu veux. Quand elle volait, elle volait. Elle avait moins de vent, oui. Il ne peut pas y avoir beaucoup de gens qui circulent sur place dans un avion à moteur. De toute façon, et là, c'est Uspallata. Le gros danger du vol en montagne, c'est pas... Voilà, déjà, les vents forts, c'est de ne pas avancer, mais ce sont les rabattants des montagnes. Mais c'est les rabattants. Et l'onde, quand il y a du vent très fort, elle est déviée, ça fait des vagues sur les montagnes. Et on a des rotors qui se forment en dessous du creux de la vague. Il ne s'agit surtout pas de passer là-dedans, c'est une vraie machine à laver. Là, on peut aller au sol très rapidement. Et Uspallata, quand elle regarde à droite, à cette vallée, là où elle a pu faire demi-tour 2 jours avant, elle voit un truc, une sorte de... C'est le désert, quoi. Il n'y a rien. Uspallata, c'est vraiment... À part des pumas, il n'y a rien du tout, quoi. C'est pas du tout vivable. Hein. Là, on parle de zones... Uspallata, maintenant, c'est une ville, il y a des peupliers, ils l'ont un petit peu amélioré.
Et là, on voit plus, alors on voit plus, ça, Google Earth, on voit plus les rails du chemin de fer, il n'y a plus de transandin. Le transandin a été arrêté en 1975 parce qu'il fallait tout le temps reconstruire Il arrive à rallumer, ça va démarrer tout ça. Il fallait tout le temps reconstruire le chemin de fer. Comme il y avait des tremblements de terre et quand il y avait des pluies torrentielles, ça détruisait tout le temps les rails. Donc au bout d'un moment, ça a coûté tellement cher que l'Argentine et le Chili ont arrêté, quoi. À 8h25, elle réussit à continuer. Et là, de nouveau, avant même d'arriver dans la vallée, d'arriver vers Las Cuevas, non, là, je suis allée beaucoup trop vite. Elle se retrouve encore avec un surplace d'un quart d'heure. Mais elle fait du surplace parce que... Les vents de face, c'est un vent de face. Pas parce qu'elle cherche à monter. Ah non, pas du tout. Elle ne peut pas monter. Elle est à Elle peu près à ne peut pas trop monter, d'ailleurs. Là, je me suis mise à l'altitude qu'elle a décrite. Et elle ne peut pas monter. Elle a juste du vent qui l'arrête, quoi. Et elle attend avec... Elle dit, je tiens le vent, j'attends. C'est pour ça que c'est compliqué. Il fallait qu'elle cherche l'endroit où elle arrivait à avancer. Et voilà ce qu'elle voit à main gauche. Alors, elle disait, quand j'arrivais à une vallée, je me sentais rabattue par les vents qui arrivaient, parce que il arrive de Patagonie, quasiment directement. C'est un labyrinthe, quoi. C'est un labyrinthe. Et arrive un moment où, effectivement, on voit à droite que c'est un petit peu plus clair. On arrive vers la Concagua. À ce stade-là, elle s'aperçoit qu'elle a du sang qui lui coule plein le nez. Et elle est attirée vers la droite. Elle a envie d'aller à droite parce que effectivement, c'est beaucoup plus lumineux. La Concagua est encore à 4 km au bout de cette vallée. Mais si elle va à droite, elle la prend. Les télégraphes racontent elle s'engage dans cette vallée. Mais elle hésite parce qu'elle survole ce petit lac. Et elle se souvient de cette jeune femme qui lui avait dit, mais quand vous verrez un lac, il ne faudra surtout pas continuer, parce que là, vous ne pourrez pas monter. Effectivement, sur Google Earth, si on continue, ça monte très très vite. Et voilà, et là, on est mort. Donc, elle tourne, et elle refait demi-tour, et elle dira, j'ai suivi les yeux, cette femme avait des yeux tellement pleins de gentillesse, que je me suis dit que ce n'était pas une ennemie qui voulait me voir mourir. Donc, j'ai fait demi-tour, et j'ai décidé de suivre son avis, de suivre cette vallée noire. Et donc, elle reprend la route, elle perd ses lunettes, le caoutchouc de ses lunettes se brise. Et effectivement, elle voit le Christ, elle voit une sorte de sculpture. Et là, son avion, elle dira elle-même plus tard, je n'ai pas compris. Voilà le fameux tunnel qu'elle a aperçu juste avant, en disant, mais comment je vais faire pour passer ? Et puis elle a réussi à reprendre l'altitude. Voici le fameux Christ. Et voilà la brèche. Et aujourd'hui, si vous voyez, il y a une route qui est sinueuse. C'est ce qu'on appelle Los Caracoles. Quand on passe là, on passe par là en bus d'ailleurs. C'est le chemin le plus simple entre l'Argentine et le Chili. C'est la frontière également. Et c'est la route millénaire de tous les Indiens autochtones, en fait. Voilà. Et là, nous sommes à 4006 km d'altitude. Et en face, ça plonge, mais alors ça plonge verticalement. Je veux dire, c'est même assez effrayant en bus quand on passe par là parce que c'est un à-pic terrible. Et on arrive au Chili, mais on n'est pas encore arrivé. Elle dit j'arrive. Non. Elle a encore volé pendant bien une demi-heure, 3/4 d'heure après, parce qu'elle peut encore se tromper après. Vous voyez, elle peut encore aller à gauche. Et là, elle va à droite. Tu vois, à un moment donné, on voit là qu'il y a une bifurcation. Si elle va à gauche, elle ne peut pas. Il faut qu'elle aille à droite. Elle va à droite, elle se retrouve dans la plaine. Et là, elle a juste allé à main gauche et elle racontera plus tard que ce qu'elle a... Donc voici son chemin. Et elle racontera, voilà le terrain qu'elle a aperçu, puisque c'est une photo d'époque, de l'école d'aviation, qui est toujours aujourd'hui, quand je suis allée aux archives, c'est toujours le même terrain, c'est Lo Espejo. Aujourd'hui, ça a changé de nom. Et quand elle arrive sur le terrain, elle va dire qu'elle s'est repérée à des choses qui brillaient. Et en fait, ils l'ont vu arriver de loin, de très loin. Ils ont eu un petit point. Et ils se sont mis à jouer, ils ont sorti tout leur cuivre et ils ont joué la Marseillaise. Et en fait, les cuivres ont brillé dans le soleil. Ça a fait des étincelances, on va dire, des étincelles. Et quand on est en avion, effectivement, tout ce qui est objet réfléchissant, des miroirs solaires notamment,
on les voit de très loin. Ça fait un rayon lumineux qui a pu la guider pour trouver le terrain de Santiago El Bosque. Parce que quand on voit le passage où elle a réussi, donc par les courants ascendants, à passer la passe la plus difficile, on se dit, on est encore plus impressionné par son exploit parce qu'il restait encore un dédale de vallée, même si ça descendait. Ça, c'est pour arriver à la vallée pour arriver sur la ville de Santiago. Là, on voit bien. Il fallait pas se perdre. Hein. Là, on voit bien la Concagua. C'est un exploit. Si elle avait pris à droite, vous voyez, là, en direction de la Concagua, elle était morte. Si elle avait continué sans trouver la brèche, ce qui s'est passé pour Matienzo, ben, il était obligé de monter trop haut. Ça remonte énormément après. C'est logique. Ça remonte vers la montagne, quoi. C'est de la géologie pure, quoi. Ayant perdu ses lunettes, en plus, dans le passage du col. Donc, voilà une autre vue. Et ça, c'est une vue qui est prise à 15 000 mètres, c'est-à-dire à 15 km d'altitude. Hein. Alors moi, je trouve que la belle morale de cette histoire, enfin, c'est un petit peu une leçon de philosophie aussi. C'est dire, c'est pas parce que tu as un chemin à droite qui paraît sympathique. Voilà. Il faut aller à gauche vers le mur noir, vers un obstacle qui paraît insurmontable et tu vas réussir. Voilà, c'est ça le moral. La leçon de morale pour les jeunes, n'hésitez pas à franchir les obstacles. Et puis la morale, c'est qu'elle a bien suivi son intuition et puis elle avait un talent, à mon avis, de pilote fou parce qu'elle a calé son hélice, elle a dit j'ai vu que ça brillait et donc j'ai calé l'hélice. De toute façon, je ne voyais plus rien. Et puis, je me suis posée. Et ce qui est fou, c'est que... Est-ce que tu fais ça? Non, vous posez... Tu cales plus l'hélice, toi, tu te poses. Voilà. Elle, pour se poser, elle calait l'hélice. Elle arrêtait le moteur. Et puis Alors, il est vrai que les pilotes faisaient des arrivées avec les avions à l'époque, comme s'ils étaient en panne moteur, au cas où ils aient une panne moteur en finale. Ah oui? Alors, j'ai entendu parler de ça, pour être sûr de faire le terrain. Pour les brevets? C'était pas un plan à 5% comme on fait maintenant. Mais non, je ne suis pas très au courant de tout ça. Pour les premiers brevets. C'est toujours je calais le bois et puis pouf, voilà. Puis, ça a peut-être changé, enfin il y a plus de fiabilité évidemment. Maintenant, on ne s'amuse plus à caler l'hélice pour se poser. Je préfère garder le moteur, on ne sait jamais. Oui, parce que vous pouvez faire des touch and go. Oui, voilà, parce que si jamais on rate le terrain, on peut repartir. Alors que là, quand l'hélice est calée, c'est... oui, il faut relancer l'hélice, donc c'est foutu. Alors tu disais bien que tu t'arrangeais pour voler quand même au cas où il y a une panne au-dessus des terrains. Ah oui, parce que c'est pas des moteurs très fiables quand même. Hein. Ah oui, elle aussi. Oui. Donc on essaye toujours et puis de se mettre dans des endroits où on peut se poser si jamais il y a une panne moteur. Parce qu'ils ont l'air vraiment, enfin quand même, avec l'équipe de mécaniciens que vous avez, ils sont vraiment très très bien entretenus. Ah oui, ils sont bien entretenus, mais d'ailleurs, ils avaient des moteurs et ce sont des mécanos. Ils avaient des instructions, Adrien disait, on n'aimait pas voler au-dessus de l'eau. Il disait toujours, il vaut mieux se poser sur la forêt. C'est moins dangereux que de se poser sur la forêt. C'est sûr, sur la forêt, on se parachute. Voilà. Éviter les villes à cause des toits rouges, parce qu'on se mettait à monter. Enfin, ils avaient toutes des techniques comme ça, suivre les rivières ou les chemins de fer, justement, ils suivaient les chemins de fer. Alors, c'était le lot des monomoteurs, effectivement. Et puis quand on a une panne en monomoteur, on est en planeur. On parle de l'aéroclub, ils ont mis longtemps en France à mettre le nom des villes sur les aérodromes, sur les toits. Ça, c'était les Anglais, c'est les premiers ont mis les noms des villes. En 1913, il y avait justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est une bataille, ça. Pour que... l'évolution au niveau de l'aviation. Il y a eu tout ce qui était règlement aussi, règlement de l'air, toutes les codifications. L'obligation de codifier son avion, parce qu'au départ, il n'y avait rien. Oui. Il y avait aussi les routes aériennes. Et il se servait des gazoducs, des gros réservoirs de gaz, pour identifier les lieux où ils allaient. Et puis l'angoisse, c'était pour ça que l'angoisse, c'était la crasse. Dès qu'il y avait du brouillard, c'était l'enfer. Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure au niveau des brevets. Les premiers brevets, ce qu'ils faisaient déjà une montée. Ils avaient une épreuve, c'était réaliser 5 fois, 5 fois des 8, enfin 2 fois 5 fois le 8. C'était des poteaux qui étaient espacés, des pylônes qui étaient espacés de plus de 5 km et tournaient autour. Ils faisaient pour faire des grilles, pour voir si on peut tourner à droite, si on peut tourner à gauche. Ils faisaient aussi donc une montée en altitude jusqu'à 400 mètres à peu près.
Et ensuite, pour l'atterrissage, ils coupaient le moteur. On l'a pas le Icar d'ailleurs, mais dans le Icar, du coup, on a repris toute la formation Caudron, parce que ça, elle n'en parle pas. Elle dit, j'ai passé mon brevet, plouf, comme ça. Mais non, ça durait 2 mois, il y avait des phases, les différentes phases. Du roulage, beaucoup de roulage pour savoir si... Loin, voilà, Roger Ancel, Voilà. qui est pas là. Oui, C'est le son problème G- des trains classiques. Du Ah, bah oui. moment. C'était un G3, c'était juste une cellule avec pas d'aile. Et puis c'était les autres qui le bougeaient pour s'habituer. Sur les pingouins Blériot, c'était des ailes qui étaient rognées. Voilà. Mais ça, on a une photo grâce à Roger Ancel. Moi, j'avais pas de photo du Caudron G3 pingouin. D'accord. Et comme son père a été formé chez Caudron, on a ce genre d'archives. Mais il y a des photos comme ça. Enfin, Donc elle est en pyjama là. donc quand elle arrive. Alors c'est la surprise. Elle avait fait mettre une ceinture de sécurité quand même. Elle s'était fait accrocher. Donc elle dit qu'ils ont dû la couper au couteau parce qu'elle était raide. Elle était tellement gelée. Elle avait du sang partout. Des yeux, du nez, des oreilles, ça coulait partout. C'est la première chose qu'elle a demandé d'ailleurs, c'était un miroir. Et donc, le général Contreras, le directeur de l'école d'aviation, parce qu'elle s'était posée sur le terrain de l'école d'aviation quand même, c'est incroyable. Et ils en revenaient pas. Ils ont dit ensuite qu'il y avait 2 aviateurs qui étaient allés la chercher, ce qui est faux. Alors au moment où nous arrivons là, avec Adrienne Bolland, eh bien l'équipage d'Air France 406 est en train d'arriver à Santiago. Oh, c'est génial. En même temps que nous. Voilà, c'est synchronisé. Et elle disait elle voulait donc une infirmière, elle était carrément en syncope. Et le général lui a dit, est-ce que vous voulez du champagne? Il a dit non, un café. Ce qui était rare, parce que d'habitude, elle préférait le champagne. Et ensuite, ils l'ont couchée, Michel. Et c'est en se réveillant toute nue. Oui. Elle s'est réveillée toute C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand Dupérier est arrivé par la route ou par le train, je ne sais pas, un peu plus tard, que des gens l'ont pris à part et lui ont demandé s'il n'y avait pas des soupçons qu'elle soit une espionne parce qu'ils avaient trouvé un appareillage bizarre et mystérieux, toute sa combinaison, et qui était en fait un entonnoir et un tuyau. Un urinoir. Elle ne contrôlerait pas ses sphincters à l'altitude. Mais je vais te dire un truc, ils en avaient tous les pilotes de record sont partis avec un urinoir portatif quand tu volais 30 heures. Après, mais oui, là en tout cas, avant, les services. mais c'était des hommes. Et puis il y avait aussi le fait qu'elle arrivait, et tout le monde était là pour l'accueillir, sauf. Et alors, alors ça, c'est... Alors, le ministre de la France, ça faisait 3 semaines que tout le monde lui faisait une blague, qu'on criait au loup. Et tous les jours, on lui disait... tous les jours, quelqu'un rentrait dans son bureau en disant « Elle est arrivée !» Et je te jure, et le ministre, il y allait. Donc ce jour-là... Ils l'ont fait marcher à chaque fois. Ils l'ont fait marcher, tellement marcher. Ce jour-là, ils lui ont dit « Elle est arrivée !» Et il a dit « Bon, ça va, on m'a déjà fait le coup. » Et ce qui est dingue, c'est que Alors aujourd'hui, l'équipage d'Air France aura l'ambassadeur... Ah bah ça, aujourd'hui, ça c'est, comme dit Adrienne, c'est tout à retardement. Et l'équipage qui s'est posé à Buenos Aires a eu Madame l'ambassadrice à Buenos Aires. Tant mieux. Il y aura également un ministre, la ministre des Transports au Chili. Et quand le président de la République l'a vu le lendemain, il lui a dit surtout, parce qu'il devait, alors ce qui était fou, c'est qu'elle est arrivée le vendredi, et le dimanche, il devait faire le baptême d'un avion anglais qu'il venait d'acheter. Et donc c'était une super fiesta organisée, il y avait un meeting, il y avait une messe, il y avait pour le baptiser et tout. Et le président de la République, qui était un homme tout jeune, le monsieur Alexandri, il avait 35 ans, il lui a dit surtout, je vous veux en pyjama. Donc devant toute la foule de Santiago du Chili, en liesse, parce que c'était le centre du monde, tu vois, le New York Times avait titré Woman Fly Over the End, enfin, c'était dingue, il y avait quelqu'un de la Fox qui l'avait filmé. Et elle est en pyjama à ce rendez-vous ultra chic. Donc, pour moi, Adrienne Bolland, c'est aussi le courage. C'est compliqué d'être en pyjama pendant un événement comme ça. Tu imagines, Cathy? Oui, non. Tu vois? Non, justement, tu t'imagines pas. Eh bien, elle est couverte son pyjama. C'est pas une nuisette. Non, mais elle est d'une dignité incroyable. Alors, on va continuer les photos. Ah bah, à l'époque, c'était en plus osé. Oui, mais je veux dire, en fait, il n'y a pas longtemps que j'ai réalisé qu'elle est super. Donc là, et quand elle s'est posée, le plus fou, c'est qu'ils avaient mis par terre 3 drapeaux. Le drapeau argentin, le drapeau chilien, le drapeau français. Elle n'avait plus de lunettes, elle n'avait rien vu. Elle s'est posée sur le drapeau français. Alors ça les a... Alors elle a dit, ça c'est un vrai miracle pour le coup. Voici donc la première parution
de la dépêche Havas. Alors, vous voyez qu'il y a 2 fautes. Et les fautes ont... Pollard. Voilà. Oh, c'est souvent. Et Mendoya. C'est la typographie. Je ne sais pas si la typographie, mais les fautes d'orthographe ont essaimé son destin d'aviatrice. En revanche, aux États-Unis, il n'y a pas de faute d'orthographe. Il n'y avait qu'en France où il y avait des fautes d'orthographe. Alors, ils avaient une meilleure vérification de la presse. Et là, ça c'est très rigolo parce que c'est la parution. Cette parution-là, c'est après qu'elle soit partie, parce qu'il fallait le temps, à l'époque, rien n'était numérisé, rappelons-le. Voici donc Monsieur Mould, l'ambassadeur de France à Santiago, qui est face à elle, et elle avait qu'une hâte, c'est d'aller à l'hôtel, parce qu'évidemment, elle avait une haleine qui puait l'oignon, c'est ce qu'elle disait, et puis il avait peut-être mis déshabillé, mais ensuite, elle avait dû se rhabiller pour aller à l'hôtel, et puis elle disait qu'elle avait toute sa graisse encore. Ah oui. Donc elle avait envie de prendre un bain et lui est arrivé pendant qu'elle prenait son bain. Et ce qui est fou, c'est que cette parution s'appelle Zigzag. Et qu'en 2e page de la parution, il y a une phrase de Victor Hugo. Et qu'il se trouve que son père, quand il écrivait des guides de voyage, écrivait les zigzags en France. Et que c'était un fou de Victor Hugo. Donc elle s'est retrouvée. Cette photo-ci, elle a été faite, parce comme il n'y avait personne à son arrivée, ils ont reconstitué son atterrissage. Donc, ils ont demandé à tous les pilotes, tout le monde, tous les gens qui pouvaient venir pour faire une foule. Et à droite, vous avez un monsieur qui s'appelle Carlos Briceño. Et vous voyez, il a une caméra à la main. Et il était envoyé par la Fox des États-Unis. Donc, il y a un film aux États-Unis de ça. C'est pour ça qu'elle se marre. On voit bien qu'elle n'a pas du tout la même tête que quand elle est arrivée. Donc, ils lui ont dit, il faut vous habiller, vous mettez votre combinaison. On voit les chaussons qu'elle avait. Et la voici à côté, à sa droite, c'est le président de la République, Alexandrie, et le monsieur qui nous regarde d'un air un petit peu éberlué, c'est le général Contreras. Et ça, c'est pendant la fête du baptême des Havilland, et là, c'est à Mendoza, donc 4 jours plus tard. C'est la liesse, le monde entier la réclame, l'Argentine la réclame, elle décide qu'elle n'a pas d'argent, donc elle décide de laisser le G3 au Chili, ça c'est le sujet du matricule des oiseaux de l'enquête que j'ai mis longtemps à faire aussi, pour savoir ce qu'étaient devenus ces avions d'Amérique du Sud. Duperrier revient, donc effectivement, il parle de l'urinoir. Ils repartent en train, c'est pas la peine de le faire en avion, sans avion, donc ils repartent tous les deux avec le chien, il est venu avec les chiens, il repart avec les chiens. Et là, c'est à Mendoza, il y a une super anecdote où elle s'ennuyait beaucoup il y avait beaucoup de banquets et tout. Et puis, à un moment, il y avait, à sa droite, elle avait le préfet qui lui disait les télégrammes qu'elle recevait. Et puis, à un moment donné, il lui en passait en disant « Je crois que celui-ci est pour vous ». Et elle le lit, et c'était Duperrier qui faisait la fête. Il n'était pas invité, Duperrier, c'était un mécano, il n'était pas invité là. Donc, il faisait la fête avec les autres copains mécanos qui lui disaient « Lâchez tous ces cons, c'est ici qu'on rigole ». Ah oui, oui, oui. Sauf que du coup, c'était le fameux. Bon, ça c'est pour vous. Elle a eu quand même des rapports extraordinaires avec son mécanicien. Ah bah oui, ça. Ils ont vécu des choses terribles. Ouais. Il fallait une solidarité. C'est ça qui était beau dans les équipages. C'est la confiance. C'est pareil. Bon, ça a joué des tours. Certains, la pauvre Amelia Earhart, elle a eu un navigateur qui n'était pas très performant, qui était un peu alcoolique, je crois. Et elle s'est perdue dans le Pacifique, mais. Donc la confiance entre Adrienne Bolland et Duperrier, c'est formidable. Il l'a beaucoup coaché. Ils avaient le même âge à peu près tous les deux. À peu près. Puis c'était son attaché de presse aussi à l'étranger, parce que c'est lui qui s'occupait de la presse, tous les rendez-vous. Il gérait l'avion. Et il a suivi ses projets, dont celui du Brésil, dont on parlera après. Et voilà donc l'arrivée au... En particulier, il y a parfois des gens qui pensaient, puisqu'il y avait le mécanicien, avec elle, on sait que c'est pas le cas, mais quand on racontait ça, les gens pensaient toujours, il y avait quand même un vrai mec. Oui. Oui. Il y a eu un par accident, en fait, quand ils ont eu leur histoire. Je ne sais pas du tout. Oui, au Brésil. L'avion, parce que c'était justement, il entendait un bruit dans le moteur et qu'il voulait voler avec elle pour voir ce qui se passait. Et n'oublions pas que c'est lui qui a rajouté un réservoir, c'est lui qui, au Brésil, va transformer le G3 en hydravion. C'est-à-dire qu'ils avaient une formation chez Caudron. Imagine que tous les mécanos de JB Salis, il y en a qu'un qui partent avec toi pour faire un raid.
Le type, il a intérêt à tout savoir faire. Il Entoiler, est changer de très moteur. important, oui. À l'époque, il l'avion fallait tout seul. réparer fréquemment les avions. C'est ça qui est incroyable, qu'ils avaient une formation incroyable. Oui, mais à l'époque, enfin, même Il y avait moins de choses à... Il y en a qui savent faire tout ça en même temps. Oui, Oui, je pense. Ouais, on ouais. n'a pas dit tout à l'heure avec l'histoire de Buck, elle a piqué l'avion de Caudron, le nouvel avion de Caudron. Oui, ça, Elle a fait vraiment une bêtise à la Adrienne, hein. Pendant qu'il était en train de parler à des gens pour vendre des avions, elle lui a piqué son avion avec la complicité des mécaniciens, et quand elle s'est posée, elle l'a abîmé. Et elle a cherché tout de suite les mécaniciens pour réparer la toile qui était rentrée dans un pieu. Le plan inférieur, elle s'était pris un pieu. Et elle s'est aperçue que cet avion avec un siège en cuir rembourré était beaucoup plus confortable et performant Lui, que le G3, mais du coup, elle a encore eu moins le droit de faire du G3. Des nouveaux avions. Il l'a envoyé avec des G3 en Amérique du Sud. Et c'est comme ça que c'est grâce à elle aussi qu'on apprend que pendant le meeting de Buck, Caudron était venu avec son avion personnel et les ailes étaient, et il avait des ailes bleues. Donc ça, j'ai fait des recherches et en fait, j'ai appris que avant la Première Guerre mondiale, tous les avions quasiment avaient les ailes bleues, très souvent. Sauf que pendant la guerre, si on avait les ailes bleues, on ne pouvait pas être tué par le voisin parce qu'il ne vous voyait pas. Donc, ils ont mis des ailes jaunes à tous les avions pour être repérables. Donc, après la guerre, Caudron a repris ses ailes bleues. Et elle trouvait qu'il était tellement beau avec ses ailes bleues qu'elle voulait... Et c'est à cause de cette histoire de pieux, des maillites qu'elle était en train de remettre, que le Maharaja Kapurthala s'est pris en pleine face. Je te serre la pince, mon seigneur. Et à Buenos Aires, c'est la folie pure et la fiesta commence le 9 avril à Buenos Aires et le 24 mai, ce sera la première femme à traverser le Rio de la Plata, 250 km, ça paraît rien mais c'est gros, jusqu'à Montevideo, d'autant que là, pour le coup, c'est une embouchure d'hémisphère sud, c'est-à-dire avec des vents incroyables et c'est un vol très dangereux. Donc ça a été la première femme à arriver en Uruguay. Là, vous avez des pilotes uruguayens, tous les grands pilotes. Vous avez les deux chiens, Nénette et Copito. Et donc, on a le Mado, puisque c'est le Mado qui est resté au Brésil. Donc, elle a fait vendre l'avion, le G3, qui est resté au Chili. C'est aussi pour ça qu'elle a eu des problèmes après avec Caudron. Mais elle ne savait pas non plus qu'en arrivant en Argentine, elle aurait un compte en banque plein avec, par exemple, Lindbergh a reçu $50 000, c'est ça, des Français quand il est arrivé. Mais elle a reçu à peu près du genre de, je sais pas, 15 000 pesettes, c'est une grosse somme, parce qu'elle avait réussi l'exploit. Mais elle ne le savait pas. Et là, vous l'avez en photo avec la nièce d'un écrivain que vous connaissez peut-être et qui s'appelait Jules Supervielle, si vous aimez la poésie. Ah oui. Eh bien, ça, c'est la nièce. Donc, elle baptisait tous les people. Voilà, elle faisait des exhibitions. Elle passait son temps à voler, à survoler les plages d'Uruguay, parce que l'Uruguay, c'est le paradis de l'aviation. Et quand elle est revenue en France, eh bien, c'était annoncé. Elle s'attendait à avoir un super accueil avec plein de monde. Et en fait, pas du tout. Elle est rentrée. Elle s'est arrêtée à Bordeaux déjà parce qu'une de ses sœurs vivait à Bordeaux. Donc elle est restée quelques jours à Bordeaux et aussitôt elle est revenue en France. Elle a vu que personne ne la fêtait. Elle était verte. Le ministre de l'Air n'était même pas là. Il était à Bruxelles. On lui a donné ses accréditations. Elle a dit à Caudron, je repars. Et on est à Rio. En Amérique du Sud, je repars au Brésil, je vais refaire les mêmes choses au Brésil. Elle était pleine d'entrain, pleine d'espoir, très naïve, je pense. Et là, au Brésil, va commencer la pire période de toute sa vie, je pense. 2 années affreuses. Parce que quoi qu'on en pense, c'est quand même une des reines de l'acrobatie. Et la traversée des Andes n'était que le début de quelque chose, d'un destin incroyable. Et ça, c'est une photo vue d'avion en 1920. Bien évidemment, il n'y avait pas le Corcovado. Je rappelle que le Christ a été construit bien plus tard sur le Corcovado. Je
avancer, hein. Et on avance, on va jusqu'où? On est en retard, tu peux avancer. Et elle s'aperçoit, en arrivant au Brésil, que c'est la fiesta, ils vont fêter l'exposition universelle, ils vont fêter le centenaire de la création du Brésil, et que l'exposition universelle aura lieu pour la France dans une réplique du Petit Trianon, c'est pas beau ça, de Versailles. Et puis surtout, on lui explique que c'est une femme, c'est une civile, son caudron G3 est déjà là avec Duperrier, elle le rejoint en fait, lui il est resté sur place, elle le rejoint à Santos sur la côte, et on lui explique gentiment que c'est une femme, que c'est une civile, et que son avion il est complètement ridicule. Heureusement, elle va obtenir l'appui d'Edu Chavez, une des stars de l'aviation là-bas, et elle va annoncer avec beaucoup de culot qu'elle veut faire un raid Rio de Janeiro-Buenos Aires, ce qui représente 2000 km. Donc là, tout le monde lui dit, non mais attendez, c'est pas possible, vous n'avez pas d'accréditation, ce sont 2000 km de plage, il n'y a rien, il faut de l'essence, il faut... Non. Donc, elle se rabat, elle va à Santos, de Santos, elle ne peut rien faire, elle va à Sao Paulo, et à Sao Paulo, voici une vue de Sao Paulo, de l'époque. Donc, ce sont déjà de grandes villes, il ne faut pas imaginer. Et une des plages qu'elle va survoler régulièrement. Et à Sao Paulo, on va la planqué dans un aérodrome qui se trouve à 20 minutes de la ville, affreux, près d'une léproserie. C'est un aérodrome qui a été monté où il y a quelqu'un qui pilote des caudrons. Bref, elle ne peut rien faire. On lui dit qu'elle a le droit de rien, qu'elle ne peut rien faire. Donc elle repart à Santos et elle se dit qu'elle va faire Santos-Rio en hydravion. Sauf qu'elle n'a pas d'hydravion. Et ça, c'est le coup de bol. C'est qu'elle va, elle qui s'est jurée de ne plus jouer depuis qu'elle a perdu aux courses, eh bien, dans son hôtel qu'on vient de voir, il y a un casino. Il y a un soir où elle ne peut pas résister, elle se saoule. Elle va jouer au casino et elle gagne. Mais elle gagne beaucoup d'argent. Elle dit le lendemain, je me suis réveillée, je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé, mais j'avais un chèque. Et quand j'ai vu le montant du chèque, j'ai dit, Duperrier, on peut faire un hydravion. Donc Duperrier, allez hop, se coltine la transformation du G3 en hydravion. Et ben, ça, c'est extraordinaire. Hein. Il a suivi toutes les idées les plus saugrenues qu'elle a eues. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Et donc, elle dit, ben, on peut annoncer notre super raid jamais fait en hydravion, Santos. Tu t'imagines, Cathy, avec ça? T'as fait de l'hydravion déjà? En G3? Non. Parce que déjà que c'est lourd, mais elle disait que c'était une horreur à décoller. Mais surtout avec les vagues de l'Atlantique qui sont quand même pas des petites vagues. Voilà. Plus le moteur qui se prend plein d'eau salée. Voilà, c'est ça. Et là, on peut dire. Et là, la brise. Comment on fait pour démarrer? Eh bien, justement, Michel, c'est là la rigolade. C'est que Duperrier va lui dire, mais comment on peut démarrer? Et si vous vous posez, comment c'est que vous allez pouvoir lancer l'hélice et puis décoller? Donc, il faut que je vienne avec vous. Oh, Mazette, mais ça change tout. Mais alors, peu de bagages. Tourner l'hélice dans l'eau. Eh ben, il se met devant et puis il fait comme il se lève. Il se lève. Il fait comme il te rends compte? Non, mais de sa place avant. Oui, comment il peut faire? Sur le capot. Il montait sur le capot carrément. Comment il peut démarrer? Ah, je sais pas. Mais il a dit en tout cas, si on veut avoir une chance de redécoller, je sais pas, de lancer l'hélice, il faut que je parte avec vous. Je pense qu'il était obligé de repartir de la plage. Ah, je sais pas. En tout cas, le fait est qu'il lui a dit, du coup, on n'emporte rien. Pas de bagages. Il faut que les bagages, les chiens, ça part tout par bateau. Il fallait qu'il bloque l'avion quand même. Pour lancer, il fallait qu'il bloque l'avion pour pas qu'il avance. Non, mais c'est surtout qu'il faut avoir du sol. En tout cas, il pouvait se poser avec les patins pour aller vers la plage. S'ils avaient une panne en cours de route. Mais il ne pouvait pas décoller de n'importe où parce qu'il y avait des rochers, surtout le long une grosse partie. Enfin, il y a des plages quand même, mais je connaissais sur le Brésil. Encore une fois, que c'était l'aventure. Ils ont dû quand même décoller des plages. Le fait est que c'était au mois de février 1922 et ils décollent tous les deux. Elle a mis 20 km à pouvoir. Elle a fait pas mal de mer avant de pouvoir décoller parce que Duperrier, vous avez vu, il était grand, il faisait bien 90 kg. Du coup, ils sont partis quasiment à poil. C'est pareil, une tenue, ils n'avaient pas de bagages, à peine quelques outils. Et en plein milieu du vol, ils étaient ils avaient déjà décollé. Et là, elle a vu l'hélice se barrer en 1000 morceaux. Donc, ils sont tombés comme des pierres sur l'océan.
coup de chance, hein, ils sont morts, ils sont pas morts, ils ont réussi à maigrir. Coup de chance, il y avait un de leurs copains qui avait filé une encre flottante, donc ils ont pu tirer comme ils ont pu le G3 qui était dans un état lamentable. Et là, ils se sont retrouvés sur une plage, complètement sauvage, et en se disant, mais il y a bien quelqu'un qui va venir nous chercher, puisqu'ils savent qu'on a décollé. Donc ils ont attendu, ils ont vu que personne ne venait. Et puis au bout d'un moment, ils ont vu des personnes sortir de la jungle, qu'ils voyaient déjà à Santos, parce qu'on est en 1920, hein, c'est pas comme aujourd'hui, il y avait encore beaucoup d'Indiens d'Amazonie. Ce sont les Indiens, en fait, qui les ont drivés dans la forêt. Ils ont décidé de repartir à Santos à pied pour aller chercher une hélice et changer l'hélice. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi. C'est tellement. L'épisode du Brésil l'a complètement traumatisé parce qu'ils sont restés. Alors, on va rester sur cet épisode. Ce serait bien, parce que là, c'est épuisant. Puisque, justement, le concours que nous avons lancé pour les jeunes de 13 à 21 ans a porté sur ce sujet. Je vous avais dit tout à l'heure, donc, ils avaient 5 questions sur les YouTube de l'association, 15 questions sur les YouTube que je vous recommande sur la collection Corderaide, Colline Berry et Adrienne Bolland, et un texte pour imaginer cet épisode d'Adrienne qui, en panne d'essence, a dû se poser. L'hélice a explosé. L'hélice qui s'est cassée en vol a dû se poser près près des Indiens Tupinambos. Et nous avons demandé aux jeunes, avec un texte de 400 mots maximum, d'imaginer cet épisode d'Adrienne avec son mécanicien qui ont été obligés de chercher des secours chez des Indiens qui étaient réputés anthropophages et où ils avaient à faire un texte de manière poétique si possible et dans l'esprit d'Adrienne surtout. Alors, je vais demander à Valentine Chaput-Gilbert de venir et de se présenter. Tu peux te mettre. Voilà. Valentine a écrit un livre qui s'appelle Marianne Pilote aux éditions L'Arrosoir et qui, non, je ne sais plus si on le voit après, qui a fait les métiers du côté garçon et fille pour les jeunes. Donc on a l'histoire qui peut passer d'un côté à l'autre pour les garçons ou les filles. Donc elle a fait partie du jury du concours. Alors vous voyez là donc nos partenaires. Le premier prix du concours consistait à gagner 2 billets Air France pour la destination de son choix, pour deux personnes. Un baptême de voltige avec Catherine Monory. On va lui demander de revenir aussi. Parce que il y a Sophie Guillou qui doit venir. Une dame qui est là. Ah, bon, Sophie, alors. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Tu peux t'asseoir ici. Ici? Du coup, moi, c'est bien là ou pas? C'est là où tu te décales d'une chaise, voilà. D'accord, elle était là. Je me mets là. Hop. Donc, Sophie Guillou qui a écrit, je vous en avais parlé tout à l'heure, La folle équipée d'Adrienne, qui a fait partie du jury également. Donc nous avions un jury avec notre commission histoire, la FFP, et qui a récompensé les jeunes avec un classement en fonction des réponses et des textes, mais on parlera aussi du meilleur texte. Donc le deuxième prix, c'est un baptême de voltige avec Catherine Monory. Troisième, quatrième, cinquième prix, une séance de simulateur Airbus 350 Air France en observateur. Le 6e prix, un week-end découverte du drone au gîte du Glandier de France Survol, avec l'accueil au manoir, donc par une pilote d'Air France retraitée, Francine Herzog, qui fait maintenant une école de drone. Donc je pense que ça sera très sympathique pour ces jeunes. 7e prix, un baptême de l'air en planeur à Abbeville, avec notre compétitrice Suzanne Caudrelier, qui était notre marraine l'an dernier pour le Rassemblement des femmes de l'air. Le 8e prix, un casque avion.
Et ensuite, des abonnements du 9e au 11e prix, Aérogligli, qui est une très bonne école pour les brevets théoriques de pilote d'ULM ou pilote privé, LAPL, PPL. C'est un outil sur Internet qui est très pédagogique, qui est complémentaire des cours des jeunes BIA dans les lycées ou des cours dans les aéroclubs de France. On a un patrimoine extraordinaire, on parlera tout à l'heure de l'implication d'Adrienne Bolland dans l'aviation populaire, qui nous a laissé, donc après la guerre, un système de bourse de pilotage pour les jeunes de moins de 21 ans. C'est pour ça qu'on visait les jeunes de moins de 21 ans dans ce concours, où ils peuvent, à l'aide d'un QCM, s'ils réussissent, avoir d'abord 1h30 de vol découverte, et ensuite, au fur et à mesure de leurs échéances, s'ils réussissent leur théorique, s'ils sont lâchés, ils pourront avoir jusqu'à une dizaine d'heures de vol gratuites avec cette bourse. Donc, en complément, Aérogligli aide aussi à préparer ce brevet d'initiation aéronautique qui marche avec les lycées. Et ensuite, bon, les autres prix, on aura un t-shirt Adrienne Bolland et puis des sacs de la FFP en tissu, des adhésions gratuites à la FFP et des brochures spéciales centenaire Adrienne Bolland. Donc, pardon. Nous avons le texte de Maëlys Pinson-Berthet qui doit être connecté. Est-ce que tu l'as, Mathieu ? Alors, en attendant que Maëlys se connecte, je vous montre un très beau texte qui est en forme de calligramme. Vous voulez peut-être en parler, mesdames, de votre sensation par rapport au texte ? À tous les textes, je veux dire. Oui, moi, c'est vrai que moi j'étais intéressée de voir comment ils allaient réagir par rapport à ce sujet dont on leur demandait quand même qu'ils fassent preuve un petit peu de poésie, pas si évident que ça, tout en se branchant sur l'aventure d'Adrienne, et puis on leur demandait d'être proches aussi du personnage, et ça m'a fait très très plaisir de voir qu'ils s'étaient suffisamment documentés pour percevoir la singularité de cette femme. On s'est fait la réflexion, on s'est croisé avec Pauline Berry et on se disait c'est marrant, ils sont nombreux à avoir retenu l'idée là où il y a de la peur, j'y vais. Et ça m'a fait très plaisir parce qu'effectivement moi quand c'est pas pour parler de moi, mais ce qui m'avait donné envie d'écrire un roman pour la jeunesse autour d'Adrienne Bolland, c'était ce prodigieux message positif qui était que quand même elle a traversé des difficultés incroyables, que rien n'était simple et que effectivement dans une période comme la nôtre, je parle même pas du Covid, je parle même de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'on est dans une période où pour les jeunes l'avenir est sombre et qu'est-ce qu'on a peur pour eux et qu'est-ce qu'on leur transmet de la peur, je trouve. Et le principe de précaution, tout ça, je ne me mets pas contre, mais je trouve que c'est lourd à porter. Et puis voilà qu'on a, il y a 100 ans, une femme qui nous dit la peur, je la ressens, et ça, je trouve que c'était assez bien senti par beaucoup de jeunes qui ont participé à ce concours. Oui, il y a de la peur. C'est pas de l'inconscience totale, même si on sait qu'elle est peut-être brûlée. Elle n'est pas inconsciente du danger, elle affronte la peur et elle y va quand même. Et je trouvais qu'il y a beaucoup de textes qui, d'une manière ou d'une autre, retranscrit cette idée-là. Voilà. Et alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Je me suis fait la même remarque. Il y a une autre phrase qui a été utilisée plusieurs fois par les participants qui disaient c'est pas moi qui aime l'aventure, c'est l'aventure qui vient à moi ou quelque chose comme ça. C'est souvent ça. Oui. Voilà. Et je trouve qu'effectivement ça donne
un sentiment d'insouciance, alors que là, j'ai écouté le récit et j'avais discuté aussi avec Colin Berry. Il y avait quand même énormément de dangers dont elle avait conscience, puisqu'on lui disait n'y va pas, au contraire, etc. Elle y va. Et donc, dans ce qui a été inventé par les participants, il y avait aussi, j'ai trouvé ce mélange d'optimisme, tout en ayant cette réputation d'anthropophage, cette crainte, cette espèce d'urgence à trouver cette hélice et tout ça, qui était très bien retranscrit. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé la variété des styles. Alors, évidemment, j'ai trouvé que cet avion, c'était très original. Il y avait des poèmes, des acronymes, des choses plus ou moins rocambolesques. Et j'ai vraiment pris plaisir à lire tout ça. Oui, c'était pas facile, je trouve. C'était pas facile. C'était pas évident parce que je me souviens d'en avoir lu au moins 2 qui m'ont assez marqué. Un texte qui se plaçait du côté des Indiens. Oui. Ça m'a. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça sympa. Et un texte où elle faisait un courrier. Où elle écrivait. Ah oui, elle écrivait à monsieur. Le fabricant de l'avion. À Caudron. Et il y a un texte qui se met aussi... C'est la Lionne, oui. C'est ça. Ouais. Et il y a aussi un texte qui se met du point de vue de Dupérier. Oui. Qui prend le point de vue du mécanicien. Ah oui, tout à fait, et je trouvais ça génial. C'est une pièce de théâtre d'ailleurs. Oui. Non, c'est pas. Il y a eu un moment donné en tout cas où C'est la forme, moi, qui m'intéresse. Je me disais, qui va choisir le jeu, qui va choisir le L, qui va choisir le récit pur, le côté. Oui, j'ai trouvé ça sympa. Quoi. Et je trouve que ça montre bien les caractères, les tempéraments. Oui. Mais il y a quelque chose à faire parce que comme il n'y a plus d'écrivains sur l'aviation, moi j'encourage certains à continuer. Sur Internet, j'aurais dit continuez parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en mécanant qu'on devient mécanicien. C'est en Alors sur notre site www.femmes au pluriel-pilote au pluriel.com, vous trouverez tous les textes et vous trouverez les résultats du concours. On va maintenant passer des vidéos sur les... Alors là, il y avait également un calligramme qui fait penser donc au poème d'Apollinaire pour sa fiancée qui était une aviatrice, Louise... comment ça s'appelle ? Ça reprend finalement les d'Anaïs. Je ne sais pas. On ne connaît que son nom. Coligny-Châtillon. Voilà, Louise Coligny-Châtillon. Ah oui, c'est ça. Pour laquelle il a écrit un recueil de poèmes. Et ce qui est dingue, c'est qu'Apollinaire était un grand ami de Louise Forfavier. Louise Forfavier sera la première. L'amie d'Adrienne Bolland. Qui est absolument. Qui écrit, la première femme à écrire des guides aériens. Et c'est la première à écrire dans les annales au sujet d'Adrienne en Amérique du Sud. Et ça fait partie des femmes méconnues. Et qui fait un tour avec elle, si je me souviens bien, à Buc. À Buc. Et puis après, au Touquet, elle sera aussi à la Vallée des Dames. Toute leur vie, elles vont être et elle était folle amoureuse d'Apollinaire, Louise Forfavier. Ah, je savais pas. Ils ont une grande histoire d'amour. Alors, on va vous passer donc des vidéos des jeunes. Nous avons également attribué un prix au texte le plus aimé. Donc, nous aurons Marina Slamani, qui a gagné le prix du meilleur texte, qui a enregistré son poème sur la peur, justement. Comme vous disiez, ce qui ressort pour ces jeunes, c'est formidable, la maîtrise de la peur, ainsi que l'aventure et le côté volontaire, intrépide. Donc on attend de pouvoir voir ces petits clips. Nous aurons également celui de Clémence Laurent. Je n'ai pas peur d'avoir peur. Je n'ai pas peur de la mort. La peur, il n'existe pas d'aventure sans peur. Et l'aventure, elle vient à moi. Moi, la lionne, je fais donc avec la peur. Je marche à ses côtés. Mais cette fois, elle est nue, féroce et anthropophage. Et je crois que c'est elle qui me découpera en rondelles et me mangera. Mais pour le moment, je danse avec elle. Nous sommes à 170 km de Rio, dans la jungle. L'hélice de mon avion a fait sa route sans moi. Je suis trempée de mon amérissage. J'ai les chevilles abîmées et je danse autour d'un feu
avec des humains au visage scarifié, avant qu'ils ne m'aident à retrouver ma civilisation, ou me mangent. J'ai mal. Et à chaque tour, je me dis que l'aventure prend toujours des tournants insoupçonnés. J'ai vaincu des chaînes de montagnes, des sabotages. Je vole les airs avec facilité. On m'appelle la déesse des Andes, le moineau. Tout ça, je l'ai fait par moi-même, avec mon talent et surtout avec mon audace et ma détermination. Mais là, c'est particulier. Mes compétences face à un puma ou un de ces Indiens Tupinamba, disons qu'elles sont les mêmes face à l'implacable société misogyne qui sont à l'origine de l'humiliation que j'aurai si je survis. Mais en attendant, je danse avec les Indiens Tupinamba. Je tourne, autant en rond que le fait mon hélice. Qui sait, peut-être que j'atteindrai Santos. Pas sans aide cette fois. J'ai soif. Moi, le chameau rouge, j'irai encore plus loin. Je prendrai mon envol une nouvelle fois avec mon avion. Mais mon avion sera la société, et je le traînerai derrière moi s'il le faut. On arrête. Les Indiens Tupinamba semblent satisfaits. Je ne saurais pas manger, faut croire. J'ai faim. 30 kilomètres d'ici, les prochaines habitations. Ils m'emmèneront, j'espère. Je n'ai pas sommeil. J'ai trop de choses à faire. Je vais éviter de leur demander à manger. C'est drôle, non? Je ris. J'ai peur, mais je ris. Ou je me ris de la peur. Ou autre chose, je ne sais pas. Cette soirée est sans fin, mais j'en arrive à bout. Il me guide. Je vais même retrouver l'hélice. Je n'ai pas peur de la mort. Alors, mais j'ai bien envie de les lire sur la chaîne de la collection Corps de Raid. Il faudrait que je leur demande si j'ai le droit. est-ce que de les lire je pense qu'ils ont le son? On va recommencer. La poupée écoute. Volontaire intrépide. Sauf que là, on est décalé. Ah oui, oui, c'est ça. voir ce petit clip. Donc elle a un altimètre, c'est symbolique. Je n'ai pas peur d'avoir peur. Je n'ai pas peur de la mort. La peur, il n'existe pas d'aventure sans peur. Et l'aventure, elle vient à moi. Moi, la lionne, je fais donc avec la peur. Je marche à ses côtés. Et cette fois, elle est nue, féroce et anthropophage. Et je crois que c'est elle qui me découpera en rondelles et me mangera. Mais pour le moment, je danse avec elle. Nous sommes à 170 km de Rio, dans la jungle. L'hélice de mon avion a fait sa route sans moi. Je suis trempée de mon amérissage. J'ai les chevilles abîmées et je danse autour d'un feu avec des humains au visage scarifié avant qu'ils ne m'aident à retrouver ma civilisation ou me mangent. J'ai mal. Et à chaque tour, je me dis que l'aventure prend toujours des tournants insoupçonnés. J'ai vaincu des chaînes de montagnes, des sabotages. Je vole les airs avec facilité. On m'appelle la déesse des Andes, le moineau. Tout ça, je l'ai fait par moi-même, avec mon talent et surtout avec mon audace et ma détermination. Mais là, c'est particulier. Mes compétences face à un puma ou un de ces Indiens Tupinamba, disons qu'elles sont les mêmes face à l'implacable société misogyne qui sont à l'origine de l'humiliation que j'aurai si je survis. Mais en attendant, je danse avec les Indiens Tupinamba. Je tourne, autant en rond que le fait mon hélice. Qui sait, peut-être que j'atteindrai Santos. Pas sans aide cette fois. J'ai soif. Moi, le chameau rouge, j'irai encore plus loin. Je prendrai mon envol une nouvelle fois avec mon avion. Mais mon avion sera la société et je le traînerai derrière moi s'il le faut. On arrête. Les Indiens Tupinamba semblent satisfaits. Je ne saurais pas manger, faut croire. J'ai faim. 30 kilomètres d'ici, les prochaines habitations. Ils m'emmèneront, j'espère. Je n'ai pas sommeil. J'ai trop de choses à faire. Je vais éviter de leur demander à manger. C'est drôle, non? Je ris. J'ai peur, mais je ris. Ou je me ris de la peur. Ou autre chose, je ne sais pas. Cette soirée est sans fin, mais j'en arrive à bout. Il me guide. Je vais même retrouver l'hélice. Je n'ai pas peur de la mort. Je crois
que le jury a été bon. Ah, il est beau, ça. Voilà, elle a dit, c'est très émouvant. Elle l'a bien pris à elle. C'est marrant parce qu'elle parle Donc, du chameau rouge. Elle sera C'est plus tous les tard, elle sera le surnoms chameau d'Adrienne rouge, Bolland mais- qui ont beaucoup inspiré ces jeunes et là on est vraiment content. On espère qu'ils vont pouvoir écrire encore beaucoup de textes et qu'on puisse publier ou devenir de talentueux écrivains. Tous les Voilà. ans, on pourrait faire un concours. Donc on a un autre texte Elle a fait initier un concours annuel. Pourquoi pas, hein, sur le design. Mademoiselle Clémence Laurent. Les BD. Ah, Clémence Laurent. Bolland se massait les chevilles. J'étais restée debout longtemps pour tenter d'apercevoir l'avion qui nous sauverait. Au bout d'un moment, Adrienne a exigé que je m'assoie. Nous savions tous deux que l'on ne viendrait pas. Nous étions sur une plage qui aurait semblé à n'importe qui un paradis, mais à moi un enfer. Je savais qu'Adrienne avait mal, mais elle était forte et contemplait l'horizon sans rien dire. Était-ce le fait qu'elle ait failli se noyer qui la rendait muette? Cela m'énervait un peu, et pour me calmer, j'avais effectué de menus tâches, comme vérifier le G3. Bolland ouvrit enfin la bouche. Il faudra finir le raid. Je me laissais tomber sur le sable, désespérée par cette femme qui n'abandonnait jamais. C'est alors que nous les vîmes. Ils avançaient vers nous, en file indienne, peinturlurés et effrayants. Nous nous levâmes et tentâmes de communiquer. Les hommes parlaient entre eux, et je murmurais pour nous deux, ce sont des Tupinamba. Ils sont apparemment anthropophages. Elle hocha la tête et essaya de leur parler de notre hélice. Elle n'avait donc pas peur. Ils parurent comprendre, et nous les suivîmes. Durant cette marche interminable, je décidai de l'interroger sur ses intentions, mais elle se contenta de répondre « Duperrier, nous verrons si nous ne sommes pas transformés en blanquette ce soir. » Elle avait un humour très fin, comme avec cette petite référence à la gastronomie française. Mais cela me donna surtout envie de m'arracher les cheveux. Je n'ai pas vraiment de souvenir de ce qui se passait ensuite. J'étais exténuée. Bolland, elle, observait tout, souriait parfois, sans doute quelques fines remarques lui passaient par l'esprit. La nuit tombait, installés dans les campements et bien réveillés. Nous observions les Tupinamba danser. Je n'avais jamais vu d'homme aussi effrayant. Je n'avais aucun doute maintenant, il devait être anthropophage. Bolland les fixa intensément, puis commença à rire. C'est nerveux, ne cessais-je de me dire. Et, d'un coup, j'ai explosé. Miss Bolland, cessez de rire, j'en ai marre de vos aventures et de vos pitreries. Mais, Duperrier, ce n'est pas moi qui vais à l'aventure, c'est l'aventure qui vient à moi. Et, dans la nuit, le rire d'Adrienne Bolland continua de résonner. Alors un grand bravo à nos autrices qui en plus nous ont fait une super vidéo qu'on pourra transmettre également sur les réseaux sociaux. Donc le meilleur texte aura gagné un livre de vous deux qui avez écrit de superbes livres que je vous conseille vivement. Merci. Donc pour les jeunes, les moins jeunes, Marianne Pilote et La folle équipée d'Adrienne. On n'oublie pas les livres de Colline Berry, on en parle. Donc il y a aussi un livre sur Adrienne Bolland avec beaucoup d'illustrations de Martine Laporte qui a eu un prix à l'Aéroclub de France. Donc nous allons rentrer en contact avec une des participantes à ce concours qui a gagné le 2e prix. Donc, on va faire venir Catherine, puisque c'est Maëlys qui a gagné. Oui, le temps qu'elle dit. Le baptême de voltige avec Catherine. Ah, elle n'est pas là. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour Maëlys, tu peux chercher Catherine. Donc, bravo, tu as gagné le 2e prix, tu as vu les résultats? Mais j'ai pas eu le temps de voir parce que Ah d'accord, alors je t'annonce que tu as gagné le baptême de voltige avec Catherine Monoury. D'accord, super. Ah,
Alors donc, attends, d'ailleurs, c'est ce qui était... Oui, c'est ça. C'était le deuxième prix et c'est du 3e au 5e, le simulateur. 350 à francs, voilà. Donc, tu es actuellement à l'ENAC, tu es... Alors là, je suis chez moi, je suis rentrée de l'ENAC il y a une demi-heure. J'avais cours d'anglais juste avant, donc voilà. Oui. Ah, c'est important l'anglais pour les pilotes, hein. Oui. Alors, bien que l'anglais aéronautique soit un anglais technique, qu'il faut parfois, en aéronautique, pour que tout le monde se comprenne, parler un anglais assez particulier. On a, par exemple, pour dire des chiffres, au lieu de dire four, on va dire four, pour ne pas, au lieu de dire three pour 3, on va dire three, pour ne pas confondre, pour que tout le monde se comprenne de tous les pays, voilà. Mais il faut pouvoir se débrouiller dans toutes les situations. Et j'ai des souvenirs, donc, entre dumping et, je sais pas si pour le... Vidanger le carburant, oui. Tu as pris les termes, voilà, jettison ou dumping. Au début, voilà, il y avait des pilotes français qui avaient prononcé le mot que les Américains ne comprenaient pas et ça a été un peu laborieux pour avoir une... Enfin, ils leur ont dit d'aller sur la mer faire ce qu'ils voulaient et ils ont vidangé. Donc, est-ce que tu pourrais nous lire ton texte Oui, tout à fait. Ça serait formidable. Un ange tombé du ciel. Le vrombissement du moteur fit place au murmure de cette mer d'azur sur le sable blanc. Ce silence frémissant ne laissait planer aucun doute. Ah, je suis au courant, d'accord, j'arrive. Me voilà. Ce silence se faisait de plus en plus pesant à mesure que nous échangions des regards inquiets, tantôt convaincus de pouvoir surmonter n'importe quelle difficulté, tantôt terrifiés à l'idée de subir le même sort que nos prédécesseurs. C'est alors que surgirent de la jungle qui bordait la plage 5 hommes au teint cuivré. Échanger un regard inquiet avec Dupéry. Ils savaient, comme moi, qu'il existait des peuplades anthropophages, et que si nous ne mourions pas dévorés, cet enfer vert nous garderait à jamais dans ses abysses. Coûte que coûte, la peur m'ordonna de rester immobile, tout en ignorant les regards remplis d'incompréhension que me jetait mon acolyte. Trop tard. Le temps semblait s'être arrêté. Il se trouvait là, à quelques mètres seulement de nous, imposant, fier, et surtout un regard tourné vers l'au-delà qui se plongea ensuite dans le mien. Je pouvais y lire une certaine curiosité soucieuse, analysant, scrutant mes aspirations les plus profondes. Ce silence assourdissant me coupait le souffle. Tant pis, je devais agir. D'un geste maladroit, je tendis ma main vers le chef de tribu, sans un mot. À ma surprise, celui-ci recula stupéfait avant de se ressaisir et de m'adresser quelques mots inconnus. C'est là, dans cette incompréhension, que nous avons échangé un sourire, gage de respect mutuel. Après ce simple, quoique équivoque échange, l'ensemble du groupe nous escorta dans leur campement. D'un geste, ils nous invitèrent à nous asseoir près d'un feu autour duquel gambadaient quelques enfants qui, à notre vue, arrêtèrent leur jeu pour nous considérer avec gravité. Nous étions là, assis chez une peuplade dont la seule chose que nous savions, c'était qu'ils tuaient, découpaient et mangeaient des hommes, alors que nous devions retourner à Santos, chercher une hélice pour terminer ce raid au plus vite. Voulait-il réellement nous offrir l'hospitalité ? Je me sentais ridicule d'avoir pu penser une seule seconde que ces hommes allaient nous venir en aide. C'est alors que je fus prise d'un de ces rires nerveux si intenses que Dupéry maugréa. « J'en ai marre de vos aventures !» Je ne pouvais rien. Ce n'est pas moi qui vais à l'aventure, c'est l'aventure qui vient à moi. Alors, malgré tes études qui te prennent beaucoup de temps, est-ce que tu as eu le temps donc d'étudier tous les YouTube pour arriver à faire ce si beau texte ou... Eh bien justement, j'ai fini en fait de passer les 8 premiers certificats
la TPL théorique 4 jours avant la clôture du concours. Oh. Donc, ça tombait bien. Voilà. Voilà, j'étais en vacances et donc j'ai regardé les vidéos nécessaires pour répondre au questionnaire, sachant les 2 premières questions étaient sur la vidéo justement que j'avais créée pour la FFP, donc c'était assez rapide d'y répondre. Et concernant l'écriture de texte, il faut savoir que l'écriture d'invention n'est pas mon fort. Je n'ai pas beaucoup d'imagination, donc j'ai dû beaucoup m'inspirer des vidéos faites par Colin Berry pour être au plus proche de la réalité. Bien, en tout cas, je crois que vous avez découvert, tu ne connaissais pas tous ces aspects de la vie d'Adrienne Bolland. Non, et j'ai même apprécié regarder d'autres épisodes qui n'étaient pas forcément nécessaires pour répondre aux questions, parce que j'ai beaucoup aimé le format, en fait, qui n'est pas spécifique, je dirais, au standard de YouTube. Oui. Mais justement, j'ai trouvé ça très original de présenter toutes ces archives, tous ces livres, et de s'appuyer dessus pour retracer le parcours d'Adrienne Bolland. Oui, c'est vrai qu'elle ne montre pas sa tête. Elle montre des vieux livres comme les grands-mères qui racontaient des histoires. Qu'est-ce que vous avez ressenti Oui, moi j'ai trouvé ça fait partie des textes que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas, tu dis que tu n'as pas d'imagination, mais en tout cas un grand talent pour nous faire voir cette scène. On la voit, elle existe. Et Adrienne existe aussi, on la retrouve. Bon, moi qui ai fait ce petit livre, j'ai eu l'impression de côtoyer Adrienne et ce tempérament particulier, ses rires intempestifs parfois, et je trouve qu'on la retrouve tout à fait, et bravo, parce que il y a une vraie capacité d'évocation. C'est la profondeur de l'aventure, parce qu'on est dans une situation dramatique, et elle continue à rire, donc c'est le bonheur de vivre tout en... Oui, bravo, parce que c'est pas facile. Alors un grand merci à Catherine. Je vous remercie. Notre partenaire... Si je comprends bien, nous allons bientôt voler ensemble, alors, c'est ça? C'est ça, oui. Ah bon, bah formidable. Elle vient juste de l'apprendre. Elle vient juste de l'apprendre. Bon, et bien alors ça se passera à Chartres, c'est possible ça? Ça me fait un peu loin, quand même. Oui, vous êtes d'où? Là, j'habite à Toulouse et je risque de déménager dans le sud de la France. Oui. Il faudra trouver une occasion de... Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai un jour quand vous viendrez. Il faut trouver un système parce que descendre dans l'avion, là, c'est compliqué. Oui. Donc, il faudra qu'on trouve le moyen de se... Quand tu seras dans les... Là, tu es en année ATPL théorique. Oui, c'est ça, oui. Et donc, il te restera après 2 ans ou 1 an seulement? 2 ans à peu près, en fonction des délais. Et soit je partirai à Carcassonne ou à Montpellier ou à Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est déjà... Le prêt. On y va souvent. Mais... Alors, tu auras l'occasion de faire un peu de voltige et tu pourras faire un vol de perfectionnement avec Catherine. Oui, ça peut être très sympa, mais effectivement, il faut trouver l'occasion pour pas amener les... Mais on va s'arranger sinon pour la faire venir avec l'association. Oui, ou alors peut-être un billet Air France ou je sais pas. Oui. On va voir, on trouvera bien. D'accord, voilà. Merci. À bientôt alors. À bientôt. Félicitations. Félicitations. Merci. Ouais, bravo. Ouais, félicitations. Alors un grand merci à tous nos partenaires également. Et puis on n'a plus qu'à recommencer vu que c'était un succès. Merci à vous.
pas.